Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonne année. Que 2021 soit une meilleure année que 2020, ce qui ne devrait pas être trop difficile. J'ai le plaisir de vous retrouver, mais même si je regrette l'obligation de virtualiser les conférences, ce qui élargit l'auditoire, mais ne remplace pas vraiment la présence réelle à laquelle nous étions tous habitués. Avant de présenter le cycle des 5 conférences de cette année, je voudrais vous donner un peu le contexte et brièvement un peu l'histoire, la genèse de ces conférences. L'INSEAD, grâce à la création récente, il y a 2 ans, de l'Institut centré sur l'interdépendance entreprise et société, le Hoffman Global Institute for Business and Society, qui est dirigé par Catel Le Goulven, qui est assise à ma gauche, que vous voyez, voilà, et qui va participer à cette conférence et nous aider pour les questions. Et grâce à ce centre, nous avons accéléré et développé davantage encore le travail sur la responsabilité sociale et sur la responsabilité environnementale, sur le développement durable. Depuis longtemps, personnellement, j'ai essayé d'encourager l'INSEAD à accroître sa contribution à la communauté locale, ce qui doit être une composante forte de la mission de l'Institut, de sa responsabilité, afin d'être réellement une force for good, comme on souhaite l'être, une force pour le bien commun. Les conférences de l'INSEAD se situent tout à fait dans cette perspective. Offrir à la communauté du pays de Fontainebleau une opportunité de réflexion, d'échange sur des sujets d'actualité et qui sont traités avec un regard sur le futur. En bref, un éclairage utile pour mieux comprendre la complexité du monde et peut-être anticiper ce qui risque de se passer. Nous avons démarré ces conférences de l'INSEAD en 1987 et au cours des 3 décades précédentes, des 3 décades depuis cette époque, nous avons organisé 162 conférences sur des sujets variés auxquels ont contribué 67 académiques, universitaires, experts, et nous avons essayé d'associer des expertises très, très différentes, des économistes, philosophes, des sociologues, psychologues, des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'ONG, des religieux, des avocats, des médecins, etc. Les premières conférences, au début, dans les années 87-88, traitaient de l'Asie, le Japon et la Chine. Et parce qu'en fait, à cette époque, je souhaitais informer et en fait, je souhaitais inquiéter sur l'émergence de l'Asie et son impact certain sur l'Europe. Maintenant, c'est tout à fait un lieu commun. En 87-88, ça l'était moins. Si la présence de l'Asie s'est estompée dans ces conférences, il y en a eu quand même 10%. Sur les 162, il y en a eu 16 qui ont traité de l'Asie. La dimension internationale est quand même demeurée tout à fait au cœur de l'identité de l'Institut, non seulement au cœur de l'identité de l'Institut, mais bien sûr dans le programme de ces conférences. On a accueilli des opérateurs qui venaient de différents pays, de 7 pays européens, et on a été au-delà. On a eu des conférenciers qui venaient de Chine, du Japon, des États-Unis et d'Israël. Il s'agissait à chaque fois de proposer une réflexion aiguisée sur des sujets très différents, souvent complexes, mais pertinents pour mieux appréhender l'incertitude du quotidien et essayer de comprendre la dynamique du monde contemporain. Les 5 conférences cette année se situent dans cette perspective. Elles sont accessibles uniquement en ligne, par Zoom, et ensuite elles seront disponibles sur YouTube. Elles resteront gratuites et vous avez bien sûr les codes d'accès puisque vous êtes là. Avant de vous présenter le conférencier de ce soir, Jean-Marc Jancovici, un mot sur le menu du cycle des conférences 2020-2021. En fait, 2021 parce que car les circonstances de la fin de l'année 220, 2020 ne permettaient pas de planifier le cycle pour la fin de l'automne. Cette année, j'ai choisi les thèmes des conférences autour des problématiques du moment. La pandémie de la Covid-19, ses conséquences sur le monde d'après, tant sur l'entreprise que sur la dette, sur l'emploi et le marché du travail. Le deuxième thème, c'est la digitalisation et la concurrence internationale, avec son impact sur la carte géopolitique. Et la troisième, c'est la problématique du changement climatique, la transition énergétique, son interdépendance avec notre vie quotidienne et l'énergie en étant le moteur.
Sur la pandémie, la prochaine conférence, le 21 janvier, présentera le travail de Frédéric Keck, l'un des rares chercheurs qui étudiait les pandémies bien avant l'arrivée du virus Covid-19, qui nous expliquera comment la relation entre l'homme et la nature peut permettre de comprendre l'émergence des épidémies et comment les scientifiques cherchent à s'y préparer et à les anticiper. Frédéric Keck est directeur de recherche du laboratoire d'anthropologie sociale au CNRS et il vient de sortir un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Signaux d'alerte » chez Desclés de Brouwer sur la contagion virale et sur les crises environnementales. Ça, c'est la prochaine conférence dans 2 semaines. Le jeudi 28 janvier, c'est Bertrand Badré. Bertrand Badré, un haut fonctionnaire, inspecteur des finances, ancien directeur général de la Banque mondiale, qui vient de publier un livre qui a attiré mon attention, un livre qui est très riche et très opportun, qui s'appelle « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» Il proposera ce que nous pouvons faire pour changer le monde, notre monde, en fait, celui que nous empruntons à nos petits-enfants. Ça, c'est pour la 3e conférence. La 4e conférence, le jeudi 11 février, pour continuer à nous mettre en question, j'ai invité un chef d'entreprise humaniste, ça existe, Charles-Édouard Bouet, qui a quitté récemment la présidence d'un grand cabinet de conseil international, Roland Berger, et qui, après avoir été le patron pour l'ensemble de l'Asie-Pacifique, a publié 2 livres stimulants, l'un sur la gestion des entreprises en Chine et l'autre sur les questions que nous pose le développement de la Silicon Valley. Il nous parlera de son dernier livre qui s'appelle « L'ère des nouveaux titans », sur ce que nous réserve la digitalisation, ses progrès et ses risques dans une perspective mondiale. La dernière conférence, cette année, le jeudi 4 mars, c'est une de mes plus brillantes collègues, Alexandra Roulet, normalienne, professeure d'économie à l'INSEAD, PhD d'Harvard, qui a accepté de partager ses travaux de recherche sur le marché du travail en France et dans les pays de l'OCDE. Son talent ne vous échappera pas et la pertinence de son travail permettra d'anticiper ce qui peut nous arriver en matière d'emploi, en matière d'évolution des conditions de travail et en matière aussi du type de travaux, du type de tâches, du type de métiers qui vont être maintenant à l'ordre du jour avec les transformations de la société. Avant de présenter Jean-Marc Jancovici, je vous donne une information pratique pour lui poser vos questions. Utilisez la fonction sur Zoom pour les écrire et le docteur Catel Le Goulven, à côté de moi, les rassemblera et les posera à Jean-Marc. Ce soir, nous accueillons Jean-Marc Jancovici, dont certains probablement ont déjà entendu les analyses fréquentes sur YouTube ou lu certains de ses livres, ses 7 livres. Il a beaucoup écrit sur l'avenir climatique au Seuil, le changement climatique expliqué à ma fille au Seuil aussi. Dormez tranquille, mais il a limité jusqu'en 2100 seulement, chez Odile Jacob. Et il a un livre encore plus ancien, Changer le monde, tout un programme, chez Calment Lévy. Ou ses articles dans les médias et les revenus savantes. Économiste, diplômé de l'école polytechnique et de Télécom Paris-Tech, spécialiste de la transition énergétique, il a créé le cabinet de conseil Carbone 4. Il est aussi le fondateur et président du think tank The Shift Project. Il est membre du Haut Conseil pour le climat. Il est professeur à Mines Paris-Tech. Il est l'un des donneurs d'alerte les plus compétents, le plus écouté sur les questions d'énergie, du climat et de la résilience face au changement climatique. La grande notoriété de Jean-Marc Jancovici résulte en particulier de la profondeur de ses analyses du problème fondamental qu'est l'énergie, dans le cadre du réchauffement climatique et d'une manière générale dans la vie économique et le développement sur la planète. Il interroge les a priori, les poncifs, autres lieux communs sur les énergies carbonées, sur le nucléaire, sur le renouvelable. Il inquiète, mais nous avons besoin de ceux qui voient loin et nous mettent devant nos responsabilités. C'est pourquoi c'est avec plaisir que j'accueille Jean-Marc Jancovici et je lui cède la parole. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, la règle du jeu, c'est que je commence par faire un petit panorama. Je souhaite, alors j'ai pris l'option ce soir, parce qu'il y a 2 options,
Une qui est de faire un grand exposé avec support. Et ce soir, j'ai pris une option. Alors, il y en a plein YouTube, hein, des conférences comme ça. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu une conférence avec support, vous allez sur la chaîne YouTube qui porte mon nom et vous en avez jusqu'à la nausée. Je vous y renvoie. J'ai décidé ce soir de faire quelque chose qui était plus interactif, qui sera nécessairement plus court au niveau de l'introduction, enfin, ou de l'exposé liminaire. Alors, je vais quand même rappeler quelques grandes données de cadrage qui sont, j'ai envie de dire, éternelles dans ce genre de débat. La première des données que j'ai envie de rappeler, c'est que tous les débats sur l'énergie aujourd'hui souffrent généralement, ça commence à être un peu moins vrai, mais souffrent généralement d'un travers qui est de voir l'énergie comme un sujet sectoriel et technique, dit autrement qu'on peut déléguer à une bande d'ingénieurs en leur disant la population souhaite qu'il y ait un peu plus de ceci, un peu moins de cela, dépatouillez-vous pour que ça soit le cas. Et absolument pas comme un sujet transversal et systémique, ce que pourtant l'énergie est, puisque en gros, augmenter la quantité d'énergie dont dispose l'humanité, c'est augmenter le parc de machines dont dispose l'humanité. En fait, l'énergie sert à mettre des machines en mouvement. Et augmenter le parc dont dispose l'humanité, c'est augmenter sa capacité de transformation de l'environnement et tout ce qui va avec. Donc, ce qui augmente avec notre capacité de transformation de l'environnement, c'est ce qu'on appelle la production. La production des biens et services n'est rien d'autre que de prendre des ressources et de les transformer. Donc les vêtements que portent en ce moment les gens qui regardent cette conférence, sauf ceux qui sont tout nus chez eux parce que c'est surchauffé et qui sont tout seuls, eh bien, ont été fabriqués par des machines à partir de ressources naturelles. La nourriture que vous avez mangée avant ou que vous mangerez après cette conférence a été cultivée, semée, récoltée, transformée, transportée par des machines, réfrigérées, cuites, etc. Tous les objets qui sont chez vous, de votre brosse à dents au pot qui permet aux fleurs de ne pas mettre de l'eau partout quand vous les arrosez, etc. Tout ça, ça a été fait par des machines. Les étagères, enfin, regardez autour de vous. Le reste de votre logement a aussi été fait par une machine, le plus souvent. Donc, enfin, vous parlez des machines plus exactement, des cimenteries, des aciéries, des camions. Ouais. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un monde de machines et l'énergie, c'est la nourriture de ces machines, c'est ce qui permet de les mettre en mouvement. Donc, en fait, augmenter la quantité d'énergie ou baisser la quantité d'énergie qu'on utilise, ou disserter sur la quantité et la nature d'énergie qu'on utilise, ce n'est pas juste un débat technique qu'on peut déléguer à des ingénieurs, c'est en fait ce qui fait la puissance des nations. Pendant un moment, la France, puisque nous sommes dans une conférence organisée par une école qui fait de l'économie, ou en tout cas qui en fait beaucoup, pendant un moment, la France a eu une production économique supérieure à celle de la Chine, dans les années 50, 60. Pourtant, à aucun moment, jamais dans l'histoire, la France a eu une population supérieure à celle de la Chine. Alors pourquoi est-ce qu'on avait une production supérieure? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, on consommait plus d'énergie, c'est-à-dire qu'on avait plus de machines en mouvement que la Chine. Et donc on pouvait faire plus de tables, de chaises, de t-shirts et de brosses à dents que les Chinois. Et donc nous avions un PIB qui était supérieur. PIB étant la contrepartie économique de notre production de biens et de services ou la comptabilisation économique de cette production. Donc l'énergie, c'est d'abord la quantité de choses qu'on produit. Comme c'est également les machines c'est les machines qui travaillent aujourd'hui, les machines peuvent beaucoup travailler avec pas beaucoup d'hommes derrière. Aujourd'hui, dans toutes les usines, on a très peu de gens qui font travailler beaucoup de machines ou un gros parc de machines. Donc, quand l'énergie arrive quelque part et qu'on met les machines au travail, on déforme totalement la structure de l'emploi. En fait, on a besoin de beaucoup moins de gens dans les champs parce que c'est les tracteurs et les moissonneuses-batteuses qui cultivent à notre place et les usines d'engrais qui fertilisent à la place des animaux de trait. On a besoin de beaucoup moins de gens dans l'industrie. On a beaucoup moins de gens dans l'industrie automobile aujourd'hui, qui pourtant produit beaucoup plus de voitures qu'il y a 50 ans, parce que c'est les robots qui produisent les voitures et les machines. Et donc, quand l'énergie arrive quelque part, ça déforme de manière massive la structure de l'emploi et ça permet de développer ce qu'on appelle les services. C'est-à-dire qu'en gros, les machines produisent beaucoup, beaucoup. Et on a derrière des services qui correspondent à l'administration au sens large de cette production. Donc, par exemple, sa vente, donc, par exemple, son transport, donc, par exemple, le fait de vanter les mérites de ce qu'on a produit, les publicités, donc, par exemple, l'enseignement, etc. À l'époque où la France était totalement agricole, eh bien, les enfants n'allaient pas à l'école, donc Jules Ferry n'était pas encore passé par là, et les gens n'avaient pas d'enseignement, ou très peu, ils étaient occupés à ramasser des patates du début à la fin, et il n'y avait pas plus d'instituteurs à tous les étages, il y en avait très peu. Donc, en fait, contrairement à une idée couramment répandue, en particulier dans le monde des économistes, les emplois de service, ce n'est pas une dématérialisation de l'économie, c'est quelque chose qui arrive au moment où l'économie est très matérielle, parce qu'on a beaucoup de
produits. Et à ce moment, on a besoin de beaucoup de monde pour les gérer. Par ailleurs, quand on a énormément d'énergie, on vide les campagnes, parce que c'est les machines qui se mettent à cultiver à notre place. Du coup, on peut rassembler les gens, d'abord dans des usines et ensuite dans des bureaux, et donc on fait grossir les villes. Donc l'abondance énergétique, c'est également quelque chose qui modifie de manière extrêmement structurante l'aménagement du territoire. Tous les pays qui se sont mis à disposer d'un approvisionnement énergétique important se sont tous urbanisés. Et inversement, vous ne savez pas faire vivre une ville sans énergie abondante, parce que tous les gens qui vivent en ville ont besoin d'y importer leur nourriture, et leur nourriture, elle n'est plus cultivée par eux, puisqu'ils sont en ville, et en ville, on n'a pas beaucoup de terrain arable, même si on met quelques plants de tomates sur les toits maintenant, mais ça ne fait quand même pas les bons ordres de grandeur. Donc, on importe la nourriture, on importe les vêtements, on importe tous les objets que l'on utilise, et rien de tout ça n'est fabriqué sur place. Donc, en fait, une ville est très dépendante de flux de transport, elle est très dépendante de flux de production de nourriture et d'objets qui prennent place à l'extérieur. Donc, en fait, la ville, la grosse ville, est la marque d'une société énergivore. Vous comprenez bien que si on doit baisser l'approvisionnement énergétique dans un pays, par exemple parce que ce n'est pas bon pour le climat, ou si on doit le baisser parce qu'on n'a plus assez de pétrole, de gaz et de charbon importables, eh bien, à ce moment, on a un problème avec la taille des villes, c'est-à-dire que les villes deviennent trop grosses pour que le pays puisse continuer à fonctionner sans heurts. J'y reviendrai peut-être au moment des questions. L'approvisionnement énergétique a en fait augmenté ce qu'on a coutume d'appeler la productivité du travail. On n'est pas devenu très productif parce que nous aurions tout d'un coup des bras et des jambes supplémentaires qui nous auraient poussé sur les épaules. On se mettrait à avoir 15 bras d'un côté, 25 de l'autre, etc. Non, non. En fait, on est plus productif tout simplement parce qu'on commande des machines. C'est ça l'augmentation de la productivité du travail. C'est le fait Et du reste, les économistes le savent bien, dans les services, la productivité augmente peu parce que dans les services, on peut moins facilement s'aider de machines. Et à ce moment, la productivité est beaucoup plus difficile à faire augmenter. Donc cet approvisionnement énergétique, en fait, il a augmenté parce que ça a permis d'augmenter la quantité de production en mettant tout un tas de machines au travail. Et ça a permis de moins se fatiguer, nous, et de ne plus faire la même chose de notre temps. Ça nous a libéré plein de temps libre pour faire des études longues, pour partir en retraite, pour avoir la semaine de 35 heures, un peu moins chez les cadres supérieurs, mais quand même, pour avoir des week-ends, pour avoir 6 semaines de congés payés. Donc, en fait, tout ça, c'est le fruit de l'énergie et très, très marginalement la qualité revendicatrice de la CGT ou du MEDEF. Alors, cette énergie a elle a permis également l'accroissement démographique, puisqu'elle a permis l'augmentation de la productivité agricole. La productivité céréalière en France, pour vous donner une idée, elle était en 1945 entre 1 et 2 tonnes de blé à l'hectare, donc 10 à 20 quintaux. Et aujourd'hui, elle est comprise entre 70 et 100, ou entre 60 et 100. Mais en fait, elle est entre 60 et 100 quasiment depuis 75. Donc en fait, en 30 ans, grâce aux tracteurs et aux engrais, les engrais étant fabriqués à partir de gaz naturel, eh bien, on a multiplié la productivité agricole, enfin, ou la productivité céréalière, plus exactement, par 5 à 7. Donc ça, c'est l'énergie. Alors évidemment, quand vous multipliez la productivité à l'hectare par 5 à 7, ben, vous pouvez nourrir plus de monde. Donc l'abondance énergétique a aussi permis à la démographie d'augmenter à plusieurs titres. D'abord parce que ça permet de nourrir les gens où qu'ils soient, alors qu'avant, les gens ne pouvaient être nourris que là où ça poussait. Ensuite, ça permet d'augmenter la prophylaxie. Par exemple, vous amenez de l'eau qui est potable et vous évacuez les crottes et autres trucs qui ne sont pas terribles et les cadavres qui ne sont pas terribles pour vivre sans miasme. Donc, en fait, l'approvisionnement énergétique a augmenté la quantité de nourriture, la sécurité alimentaire et la prophylaxie. Et ça a permis à la population d'augmenter de manière très fortement sur Terre. En fait, l'explosion démographique est concomitante de la révolution industrielle. Donc l'énergie c'est vraiment quelque chose qui est très très structurant sur la façon dont les choses se passent sur Terre. Ça n'est pas juste, je le répète, un domaine technique qu'on peut sous-traiter aux ingénieurs en leur disant bon, écoutez, actuellement le nucléaire c'est caca, faites-moi des éoliennes, le pétrole c'est pas terrible, faites-moi encore plus d'éoliennes, etc. Et puis tout ira bien et qu'on ne vienne pas m'enquiquiner par ailleurs. C'est pas votre problème, vous les ingénieurs, de vous occuper des trucs sérieux, les retraites, l'économie, est-ce qu'on doit oui ou non accepter les musulmans, tout ça c'est pas votre problème. Occupez-vous donc juste de faire de l'énergie. Alors en fait, non. L'énergie interfère avec tout ce que je viens d'évoquer, et y compris les problèmes de religion. En fait, quand on regarde bien ce que c'est que l'énergie, ça interfère avec absolument tout.
Les problèmes de religion, juste en passant, le découpage actuel du Moyen-Orient a été fait par les puissances occidentales pour se partager le pétrole, à l'époque où il y avait 3 bédouins sur place, sauf que grâce au pétrole, les 3 bédouins sont devenus beaucoup plus nombreux. Maintenant, ça pose quelques problèmes. Donc, l'énergie, je le redis, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement structurant sur la façon dont les choses se passent dans le monde. Ce n'est pas un débat technique, en fait, de parler. Il y a évidemment des éléments techniques, mais ce n'est pas un débat technique. Alors, cette profusion énergétique, elle a eu un certain nombre de conséquences, directes ou indirectes. Dans les conséquences directes, il y en a une très importante, qui est ce qu'on appelle maintenant le changement climatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le changement climatique? C'est le fait que l'homme est devenu un agent de forçage du système climatique. Le système climatique, c'est le système qui régit les conditions ambiantes de température, de pression, de luminosité, de précipitation, etc., partout sur Terre. C'est une grosse machine thermodynamique dans laquelle vous allez trouver l'océan, l'atmosphère, les sols, la végétation, etc. Et cette machine est alimentée, comme toutes les machines, par de l'énergie solaire. Enfin, pas toutes les machines ne sont pas alimentées par de l'énergie solaire, mais elle est alimentée par de l'énergie, comme toutes les machines. Et cette énergie est solaire. Et ce système climatique, il a toujours été ce qu'on appelle forcé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de perturbation extérieure ou interne au système climatique qui viennent le modifier dans le temps. Alors, au cours des derniers millions d'années, la perturbation ou le forçage qui a été le plus important, c'est celui qui a provoqué le cycle que vous avez peut-être appris à l'école, entre les aires glaciaires et les aires interglaciaires. Vous savez, les aires glaciaires, il fait très très froid, il y a des mammouths qui se baladent, il y a des glaciers partout, etc. Et l'ère interglaciaire, c'est celle la plus récente, c'est celle qui a permis la sédentarisation de notre espèce en déglaçant les moyennes latitudes. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes sédentarisés. Alors, l'ère glaciaire, qui est l'ère qui a pris place le plus souvent sur Terre sur les 2 à 3 derniers millions d'années, et l'ère interglaciaire, leur alternance est provoquée par le fait que dans le système solaire, nous sommes dans un ménage à 9, on va dire, et que la Terre ne subit pas juste l'attraction du Soleil, mais elle subit également l'attraction significative de Jupiter et de Saturne, qui sont des très grosses planètes. Et ça fait que l'orbite terrestre n'est pas régulière au cours du temps, et c'est ça qui a engendré, donc c'est un élément de forçage, qui a engendré une variation naturelle du système climatique. Dans les autres éléments de forçage, vous avez par exemple la dérive des continents, qui fait que comme les continents ne sont pas au même endroit tout le temps, eh bien, il peut y avoir de la neige ou pas de neige, ils peuvent réfléchir les rayons du soleil ou pas les réfléchir, etc. Et ça change également le système climatique terrestre. Et aujourd'hui, l'activité humaine est aussi un facteur de forçage du système climatique, c'est-à-dire que ça change à vitesse accélérée par rapport à ce qui se passait avant, les conditions climatiques environnantes. Alors, ça les a déjà changées et surtout, ça va beaucoup les changer à l'avenir. Ce forçage climatique, il vient de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors, un gaz à effet de serre, en physique, ça a une définition très simple, pas facile à comprendre, mais quand même très simple. C'est un gaz qui absorbe les infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface de la planète. Vous savez que les corps peuvent émettre des infrarouges. Par exemple, mon corps émet des infrarouges. Donc, si vous me regardiez avec une caméra à infrarouge, au lieu de me regarder avec vos yeux, eh bien, vous verriez quand même ma tête. Vous savez, les caméras infrarouges permettent de voir ce qui émet de la chaleur. Mon corps émet de la chaleur, mais il se trouve que le sol terrestre émet de la chaleur, et même quand il est à 0 degré, comme en ce moment, enfin, ou à 5 degrés, comme en ce moment en Île-de-France, ça émet quand même de la chaleur. Moins que quand il est à 30 degrés, mais ça en émet quand même. Alors, cette chaleur, en fait, elle correspond à du rayonnement, enfin, cette température permet au corps de rayonner, un rayonnement électromagnétique qui s'appelle de l'infrarouge, qui ressemble beaucoup à la lumière visible, mais avec des longueurs d'onde un peu plus grandes. Et cet infrarouge a la particularité de pouvoir être absorbé dans l'atmosphère par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. C'est exactement à ça qu'ils servent. Ils sont connus depuis 1 siècle et demi. L'effet de serre est connu depuis 2 siècles. On va en célébrer le bicentenaire dans pas longtemps. Ça a été découvert par Joseph Fourier en 1824, si ma mémoire est bonne. Et donc cet effet de serre correspond juste au fait qu'il y ait des gaz dans l'atmosphère qui interceptent les infrarouges émis par la surface de la planète. Alors quand vous rajoutez des gaz comme ça, de cette nature dans l'atmosphère, les infrarouges sont interceptés de plus en plus fortement près de la surface, et donc ça confine l'énergie près de la surface, et ça augmente la température moyenne du sol. Voilà, c'est ça en gros l'effet de serre tel qu'il se présente à nos yeux. Alors, la raison pour laquelle l'usage de l'énergie augmente l'effet de serre, c'est parce que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui
c'est ce qu'on appelle des combustibles fossiles. Alors, ces combustibles, ça veut dire que ça brûle. Donc, je prends des corps et je les associe avec de l'oxygène, c'est ça la combustion, et ça me dégage de l'énergie. Et fossiles, tout simplement parce que c'est des restes de vie ancienne. Le pétrole et le gaz, c'est des restes de plancton. Alors, la géothermie s'en est un peu mêlée, hein, mais c'est des restes de plancton qui a vécu n'importe quand entre il y a 50 et 400 millions d'années. Et le charbon, c'est des restes de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, il y a à peu près 300 millions d'années. Donc, c'est des fossiles et ça brûle parce que c'est plein de carbone et d'hydrogène. Alors, quand vous brûlez de l'hydrogène, ça fait de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais enfin, ce qui vient des activités humaines est totalement négligeable devant ce qui vient de la nature, puisque la nature, c'est une énorme machine à évaporer. La Terre est couverte aux 2 tiers d'océan, beaucoup d'évaporation. Et ce que les hommes peuvent émettre, soit en brûlant du gaz avec de l'hydrogène, dans lequel il y a de l'hydrogène, soit par exemple avec les tours de réfrigération des centrales électriques, pas que nucléaires, hein, les centrales à charbon, c'est pareil. Tout ça, c'est parfaitement négligeable devant l'évaporation naturelle. Mais par contre, il y a un gaz pour lequel ce n'est pas négligeable du tout, c'est le gaz carbonique. Donc, quand vous brûlez un composé dans lequel il y a du carbone, vous oxydez le carbone, ça vous fait du dioxyde de carbone, c'est ça le gaz carbonique. Et le gaz carbonique est aussi un gaz à effet de serre. Et alors là, par contre, ce que les hommes rajoutent dans l'atmosphère change la composition atmosphérique parce que le gaz carbonique a une très, très vilaine caractéristique, enfin en tout cas, elle est très vilaine en espèce, c'est qu'une fois qu'il est dans l'air, le gaz carbonique, il est inaltérable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus d'épuration, il est éternel tant qu'il est dans l'air. Pour que le gaz carbonique veuille bien ressortir de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol. Donc, tant qu'il est loin, il ne lui arrive rien. Et quand il revient au contact du sol, il peut soit être repris par la végétation, avec la photosynthèse, qui a besoin de l'énergie solaire, soit être dissous dans l'eau océanique, où il est transitoirement stocké, on va dire. Mais ce n'est pas un processus d'épuration chimique. Mais tant qu'il est au milieu de l'atmosphère, il ne lui arrive rien. Alors, comme il ne lui arrive rien tant qu'il est au milieu de l'atmosphère, eh bien, il va avoir tendance à s'accumuler dans l'atmosphère. Donc, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, à commencer par nos émissions de gaz carbonique, rajoutent du CO2 dans l'atmosphère de manière cumulative. Alors, il y a d'autres gaz à effet de serre. Le plus important après le gaz carbonique s'appelle le méthane. Il est émis par les ruminants. Vous savez que dans les ruminants ont plusieurs estomacs, ils sont supérieurs de ce point de vue, notamment les vaches. Vous avez 1,5 milliard de vaches sur Terre. Le poids des vaches est à peu près égal au poids des hommes sur Terre. Et les vaches rodent du méthane à cause de ce qui se passe dans leurs estomacs, dans leurs panses, etc. Donc elles mangent de l'herbe et puis ça fermente là-dedans. Et le méthane ressort par le tube digestif. Enfin, ou par l'ésophage, plus exactement. Alors, donc il y a les vaches, il y a les rizières, parce que le méthane est le gaz de la putréfaction, et dans les rizières, vous avez des petits débris organiques qui pourrissent à l'abri de l'oxygène de l'air. Vous avez du méthane dans l'exploitation des hydrocarbures, les fuites de gaz, la ventilation des mines de charbon, etc. Voilà, donc vous avez des émissions de méthane, et puis après, vous avez encore d'autres gaz à effet de serre, mais qui sont plus mineurs, on va dire, dans le processus global, le protoxyde d'azote, les gaz halogénés, etc. Le principal gaz à effet de serre, c'est donc le CO2. Le deuxième principal, encore très significatif, c'est le méthane. Alors, les émissions ont augmenté et donc le climat a commencé à se modifier. Alors, il a commencé seulement parce que la très mauvaise nouvelle, à cause du caractère inaltérable du CO2 tant qu'il est dans l'air, c'est qu'il faudra attendre des milliers d'années, je dis bien des milliers d'années, après arrêt des émissions, pour que le CO2 supplémentaire que nous avons rajouté dans l'air finisse par s'épurer. En fait, il faudra attendre plus de 10 000 ans pour que, après arrêt des émissions, et à supposer qu'on n'ait pas changé les choses de manière irréversible, eh bien, le surplus de CO2 que nous avons rajouté dans l'air est fini de s'épurer. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit quelque chose de terrible, c'est qu'il n'existe pas de retour en arrière en ce qui concerne le changement climatique. C'est-à-dire que la modification du climat, une fois qu'elle est là, elle n'est pas réversible. Donc, le climat de l'an 2000, vous ne le reverrez jamais, je ne le reverrai jamais, il est perdu à tout jamais. Et même le climat de l'an 2020 va se perdre à tout jamais parce que au moment où vous arrêtez les émissions, vous avez quand même, ou plus exactement au moment où vous passez par le maximum des émissions, parce qu'il ne va pas s'arrêter en 24 heures, hein, enfin les émissions ne vont pas s'arrêter en 24 heures, sauf disparition instantanée de l'humanité. Donc, sauf parce qu'on ait un Covid très, très efficace, et auquel cas nous n'aurons plus de problème de changement climatique, puisqu'on sera tous morts, eh bien, les émissions ne vont pas s'arrêter en une nuit. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont passer par un maximum, puis derrière, elles vont se mettre à décliner.
eh bien, après passage du maximum, il faudra par exemple attendre des milliers d'années pour que l'océan s'arrête de monter. Vous voyez, des milliers d'années pour que l'océan s'arrête de monter. Il faudra attendre des décennies pour que le CO2 s'arrête de monter, parce que tant que vous rajoutez du CO2 dans l'atmosphère, ça va quand même continuer à monter un peu. Il faudra attendre des siècles avant que, ou des décennies à des siècles, ça dépend, avant que la température se stabilise. Donc, vous voyez, on est sur des pas de temps qui sont extrêmement longs. Et par exemple, il faut savoir que la modification du climat que nous allons vivre dans les 20 ans qui viennent, eh bien, elle est raisonnablement indépendante de ce que nous allons faire sur les émissions. C'est-à-dire que même si demain matin, on se dit « Oh là là, tout ça sent mauvais », on va commencer à appuyer très fortement sur la pédale de frein en termes d'émissions, et je vous dirai après ce que ça veut dire. Eh bien, pour autant, le changement climatique des 20 prochaines années, il est déjà embarqué en quasi-totalité dans nos émissions passées. Donc, de toute façon, les canicules vont augmenter. De toute façon, les sécheresses vont augmenter en France. De toute façon, une partie croissante de la forêt va mourir. De toute façon, une partie des cours d'eau va être de plus en plus en déficit l'été, etc. Tout ça est déjà inscrit, malheureusement, dans les émissions passées. Alors, vous savez qu'en matière de climat, il y a un accord qui a été signé il y a maintenant 1992, 38 ans, qui est la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc, il y a 38 ans, tous les chefs d'État, à l'époque en France c'était Mitterrand, son ministre de l'Environnement à l'époque c'était Brice Lalonde, se réunissent à Rio, 1992, 92 s'il y a des Belges, pour le sommet de la Terre. Et au sommet de la Terre, on signe plusieurs conventions, dont la Convention climat, qui est celle qui dit qu'il faudrait faire quelque chose pour que le changement climatique ne nous enquiquine pas trop. Alors ça, c'est la version très française, enfin en français vulgarisé. La formulation onusienne, c'est il faut limiter le changement climatique anthropique à un niveau qui ne présente pas de danger pour l'homme. Voilà, c'est ça qui est dit. Alors cet objectif-là, il est déjà perdu parce que le changement climatique a déjà commencé à faire des choses qui sont un peu dangereuses pour les hommes. Par exemple, un papier est paru très récemment dans une revue scientifique, qui est la revue scientifique de l'Académie des sciences américaine, Proceedings of the National Academy of Sciences des États-Unis, et qui dit que le changement climatique a très vraisemblablement joué un rôle déclencheur dans le conflit syrien. Hein, le conflit syrien, je vous rappelle qu'il a envoyé 1 million de réfugiés en Europe. Donc, vous voyez, le changement climatique, ça ne va pas se limiter à ce que des présentateurs météo vous disent affolés une fois par mois, « Oh là là, il va faire très chaud dans la ville et vous allez mal dormir ». Non, non, c'est pas ça le changement climatique. Le changement climatique, c'est des déstabilisations à large échelle, des gens qui n'auront plus à manger, des gens qui vont se taper dessus, des gens qui vont migrer, des écosystèmes qui vont dépérir, et in fine, le bazar. C'est ça le changement climatique. Tout à l'heure, on a cité le titre d'un de mes livres qui s'appelle « Dormez tranquille jusqu'en 2100 ». Bien évidemment, c'est du second degré ou du troisième, puisque le sous-titre était « Et autres malentendus sur le climat et l'énergie ». Bien évidemment que les emmerdements ne vont pas attendre 2100 pour se manifester. Alors, quand j'ai écrit ce livre, les gens on n'avait pas encore clairement conscience. Maintenant, on commence à voir. Il y a l'équivalent d'un tiers de la superficie française qui est parti en fumée en Australie, essentiellement, enfin pas essentiellement, mais pour une bonne partie dans des zones protégées, dans des parcs naturels, etc. Donc, c'était de la belle, belle végétation, avec plein de biodiversité, plein d'Américains, plein d'animaux, pardon. D'Américains, non, ça aurait été mieux. Joli lapsus. Donc, plein d'animaux. Les Américains, en fait, je voulais en parler parce qu'en Californie, vous avez aussi eu des incendies très importants, mais vous en avez aussi eu au Brésil, dans le Pantanal. Enfin bref, donc ça commence à sentir le roussi au sens premier du terme. Vous en avez eu plein en Sibérie également, parce qu'il y a eu des anomalies de température extrêmement positives au printemps dernier. Mais malheureusement, quand ce genre de choses commence à arriver, à cause de ce que j'ai dit, c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc, ça va s'amplifier, ces choses-là. Donc, si on veut, à partir de maintenant, ne pas trop prendre de risques, à supposer qu'on puisse encore, et qu'on veut coller à ce qui est dit comme étant l'objectif politique, à ce qui est évoqué comme étant l'objectif politique aujourd'hui de la limite des 2 degrés. Alors, est-ce que 2 degrés, c'est une bonne limite scientifique? Ben, ça, j'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. À 2 degrés, par exemple, l'essentiel des coraux sont déjà morts. Bon, est-ce que c'est sans risque que l'essentiel des coraux soit déjà mort? Je ne suis pas sûr. Ça va peut-être déjà provoquer un certain nombre enfin, un peu de malheur, de désespoir et des conflits à droite et à gauche.
À 2 degrés, vous avez les hêtres qui ont disparu de l'essentiel de la surface française. Voilà. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce que ce n'est pas dangereux? Je ne sais pas. Pour le moment, les urbains que nous sommes ont un peu tendance à considérer que tant que ça ne touche pas trop à notre porte-monnaie et que ça ne nous empêche pas de regarder le foot à la télé, ce n'est pas très grave. Sauf que quand on en sera là, les choses seront trop avancées pour que ce soit réversible. Donc à ce moment-là, on ne pourra plus rien y faire. Donc, si on veut éviter, on va dire, ce qui est aujourd'hui considéré comme le pire, c'est-à-dire au-delà de 2 degrés, alors là, il y a, la physique vous dit, c'est très simple, vous avez encore le droit de mettre dans l'atmosphère le tiers de ce qu'on a déjà émis jusqu'à maintenant, c'est ça que vous dit la physique, donc le tiers de ce qui a été émis entre l'ère pré-industrielle et 2020. Et ça correspond à des émissions planétaires qui baissent de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. Alors, une baisse de 5%, maintenant, on a un petit aperçu de ce que c'est le Covid. Le Covid engendre 5% de baisse des émissions sur un an. Alors, sur un an, ce n'est pas suffisant du tout. C'est la raison pour laquelle la concentration en CO2 à la fin de 2020 était supérieure à celle à la fin 2019. Et même avec des émissions qui baissent de 10, c'est encore le cas. Et même avec des émissions qui baissent de 30, c'est encore le cas. Et même avec des émissions qui baissent de 50%, c'est encore le cas, à cause de ce caractère inaltérable du CO2 une fois dans l'atmosphère. En fait, pour que la concentration atmosphérique s'arrête d'augmenter, il va falloir que les émissions deviennent nulles. Zéro. Zéro. Voilà. Alors, tant qu'on n'y est pas, et pour le moment, évidemment, on n'y est pas, la concentration continue d'augmenter. Et pour qu'elle s'arrête d'augmenter, il faut donc le plus vite possible que les émissions deviennent nulles. Alors, le plus vite possible, si on veut limiter la hausse à 2 degrés, c'est 2050, 2060, 2070, voilà, dans ces eaux-là. Et ça veut dire des émissions qui baissent de 5% par an. Dit autrement, ça veut dire qu'à la fin de l'année, là, 2020, on se dit « Oh là là, on ne repart pas du tout comme avant, on reste là où on est, l'économie, on ne la redéveloppe pas. Puis l'année prochaine, on se reprend un Covid supplémentaire. » Voilà, l'année prochaine, crac, on vous en recolle un coup pour que les émissions baissent à nouveau de 5%. C'est ça que ça veut dire, limiter le climat à 2 degrés. Alors, vous comprenez bien là aussi que ce n'est pas un objectif que vous pouvez mettre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure pour l'énergie, il ne faut pas confier ça à une bande d'ingénieurs en leur disant dans un coin « Oh, bah, vous n'avez qu'à faire ce qu'il faut et puis moi, venez pas m'enquiquiner, je veux toujours pouvoir vivre comme aujourd'hui. » Le climat, c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas demander à une bande de scientifiques et de je ne sais pas qui, et de militants écolos, de vous régler le problème pendant qu'ailleurs, rien ne change. En fait, tenir la limite des 2 degrés, c'est changer tout, partout, tout le temps. C'est changer la façon dont on mange, c'est changer les distances qu'on est capable de parcourir, c'est baisser notre pouvoir d'achat, c'est changer la façon dont on se loge. C'est tout ça, la limite des 2 degrés. Alors, vous allez me dire, ah, c'est horrible. Non, non, on ne prend pas. Sauf qu'on va prendre quand même, parce que entre le fait que les stocks fossiles sont épuisables et le fait qu'au-delà d'un certain niveau de réchauffement climatique, les sociétés seront dans un tel état de désordre que de toute façon, on aura un effondrement économique, malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, la décroissance, on va la subir ou la gérer, mais malheureusement, l'éviter, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que, je le répète, ce n'est pas le progrès technique qui fait la croissance économique, c'est le fait qu'on ait des ressources naturelles à transformer, notamment avec des machines, parce que sans ressources naturelles, vous n'avez pas de produits et donc vous n'avez pas d'économie. Vous vous rappelez peut-être pour certains d'entre vous que la raison pour laquelle les ressources naturelles ne valent rien dans notre convention économique, c'est parce qu'on l'a postulé comme hypothèse il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, on a dit quand on fera de l'économie, on considérera que les ressources naturelles, c'est gratuit. C'est explicitement marqué comme ça dans le traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say, qui a été écrit il y a 2 siècles. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne le compte pas que ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'on a décidé que c'était ça la convention. Alors, la conséquence, c'est que pour régler les problèmes d'environnement, les prix ne nous servent à rien. C'est une autre manière de dire ça. Voilà, donc voilà un petit panorama de la situation dans laquelle nous sommes. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Faust, vous savez que le pacte faustien, c'est un pacte qui commence par une période très très douce, mais avec un tout petit inconvénient, c'est qu'on a vendu son âme au diable. Eh bien là, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons vécu 2 siècles de cornes d'abondance pour l'humanité, mais avec un tout petit inconvénient, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et que la hauteur de chute promet de ne pas être complètement négligeable. Si on veut maintenant faire face à cette situation, malheureusement, il faut faire notre deuil d'un certain nombre de choses. Il faut faire notre deuil de l'idée que la croissance est compatible avec la solution aux problèmes environnementaux. Malheureusement, ce n'est pas vrai.
ou en tout cas, ce n'est pas vrai au sens matériel. Alors après, on peut dire qu'il y a une croissance virtuelle, si on veut. Il faut faire notre deuil de l'absence d'observation des faits. Il y a un certain nombre de… Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel on prend pour acquis des slogans en pensant qu'ils sont égaux aux faits. Par exemple, le numérique, c'est dématérialisé. Alors ça, c'est un slogan. En fait, quand vous regardez les faits, le numérique, c'est parfaitement matériel. L'ordinateur que je suis en train d'utiliser en ce moment, il a été fait avec 40 métaux différents. Il a bien fallu faire des trous dans la terre, sortir les métaux, les raffiner, utiliser du pétrole pour faire fonctionner toutes ces industries, plus faire des spécialités qui se retrouvent dans mon ordinateur, etc. Creuser des trous dans la terre pour sortir du charbon, pour faire de l'électricité en Chine, à Taïwan et en Corée, pour faire la dalle d'écran de mon ordinateur, etc. Donc, tout ça est parfaitement matériel et le signal est en train en ce moment de vous parvenir via des réseaux de télécom qui sont faits avec des fibres optiques parfaitement matérielles, des fils de cuivre parfaitement matériels. Ça passe par des ordinateurs, des serveurs, des routeurs, tout ça est parfaitement matériel. Ça arrive chez vous sur d'autres ordinateurs, parfaitement matériel aussi. Donc voilà un exemple où on confond le slogan et les faits. Le numérique, ce n'est pas du tout dématérialisé. Le digital, ce n'est pas du tout dématérialisé. Et du reste, l'industrie du numérique est une des rares industries sur Terre où le contenu en carbone d'un euro de valeur ajoutée augmente année après année, tellement c'est dématérialisé. Donc, on va avoir besoin également de faire notre deuil d'un certain nombre de slogans qu'on pense être liés qu'on pense être égaux à l'examen des faits. C'est comme pareil, les emplois tertiaires, c'est des emplois qui permettent de dématérialiser l'économie. Ben non, pas du tout. C'est des emplois qui apparaissent uniquement dans les économies matérielles, etc., etc. Donc, on va avoir besoin de regarder les problèmes en face. On va avoir besoin de faire les choses de manière un peu différente de ce qu'on faisait de par le passé. Par exemple, la concurrence et les pays ouverts à tous les vents, ça ne permet pas, ça raccourcit les horizons de temps. Et donc, ça ne permet pas de planifier la sortie des énergies fossiles. Donc, l'idée que le libre-échangisme partout et tout le temps, c'est merveilleux, ben non, malheureusement, il va falloir en revenir. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre c'est très renversant ce problème-là. Et vous voyez que nous sommes très très loin d'un problème d'ingénieur qui peut être résolu avec quelqu'un qui tourne les bons boutons dans un coin. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions en espérant qu'il y en ait quelques-unes quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de questions et Catel va les synthétiser et les poser. Moi, j'en ai une d'une manière générale. C'est devant ce tableau finalement très réaliste et qui est le résultat de toute ton analyse depuis des années et de ton professionnalisme. Finalement, c'est très inquiétant et très… Est-ce qu'il y a des acteurs parmi tous ceux qui peuvent faire quelque chose qui sont les plus importants pour essayer de limiter les conséquences, malgré que tu dises que pendant les 20 prochaines années, c'est déjà écrit, on ne peut plus faire grand-chose. Mais est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que ce sont les organisations internationales? Quels sont les industriels? Le choix entre les différentes technologies, entre l'éolien ou entre le renouvelable? Quels sont les acteurs qui devraient essayer qui comprennent d'abord le problème? Je crois que c'est la première question, c'est bien comprendre le problème. Et quels sont ceux qui peuvent avoir un impact plus important que les autres? Toi, tu vois tous ces acteurs, quels sont ceux qui t'apparaissent comme étant porteurs finalement d'optimisme sur ce qu'on pourrait faire? En fait, tout le monde dans cette affaire a un rôle à jouer. C'est-à-dire que l'idée qu'on aurait un acteur providentiel ou une catégorie d'acteurs providentiels est malheureusement une idée à laquelle je ne souscris pas. Tout le monde va devoir faire sa part dans cette affaire-là. Alors, si on regarde ce qui est, j'ai envie de dire, de la responsabilité des différentes catégories d'acteurs, effectivement, ce qui est de la responsabilité d'absolument tout le monde est d'essayer de bien comprendre le problème à traiter. Et cette responsabilité est encore supérieure quand les personnes concernées ont reçu la charge de gérer quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, c'est particulièrement coupable quand un chef d'entreprise ne s'informe pas et ne fait pas ce qu'il faut pour que son encadrement s'informe. C'est particulièrement coupable quand des dirigeants politiques ne s'informent pas et ne font pas ce qu'il faut pour que leur écosystème soit correctement informé. C'est particulièrement coupable quand des enseignants qui ont la charge de préparer le monde de demain, puisque normalement, on enseigne des informations, enfin, on enseigne des choses qui sont utiles pour le monde de demain et pas pour le monde d'hier. Bon. Sont un peu trop rétifs à l'idée de faire de la place à ce sujet, alors qu'il est quand même
quelque part plus important que de savoir quelle était la couleur du slip de Charlemagne. Donc, c'est particulier. J'ai envie de dire, tout le monde doit, et c'est particulièrement coupable quand la presse ne fait pas l'effort de vulgariser correctement le problème. Maintenant, il incombe à chacun de s'informer. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Là, j'ai envie de dire, quand on a un problème aussi important sur les bras, quelque part, on pourrait dire la même chose. Nul n'est censé ignorer la manière dont se présente le problème. Bon, alors, c'est d'autant plus coupable, je le redis, quand on est déjà maître de son destin à court terme et qu'on n'a pas l'angoisse des fins de mois, pour reprendre une expression récente, et une angoisse du court terme qui vous empêche de penser à quoi que ce soit d'autre. Dans les temps anciens, la science était faite par les rentiers parce que c'était les seuls qui avaient la liberté d'esprit pour se consacrer aux choses de l'esprit, justement. On ne connaît aucun scientifique célèbre il y a 3 ou 4 siècles qui était paysan. Enfin, moi, je n'en connais pas un seul. Ils étaient tous rentiers parce que c'était les seuls qui avaient du temps. Et ben, j'ai envie de dire maintenant, les seuls qui sont à l'abri du besoin à court terme, ou ceux qui sont à l'abri du besoin à court terme, je pense qu'ils ont un devoir de s'informer sur ce genre de sujet qui est particulièrement élevé. Et donc, ça vaut notamment, puisqu'on est dans une conférence organisée par l'INSEAD, ce que je dis s'applique en particulier à l'INSEAD. Donc, si l'INSEAD aujourd'hui ne dit rien à ses élèves, et quand je dis rien, il ne s'agit pas de leur dire c'est important, il s'agit de leur faire 10 heures de cours. Sur le sujet, eh ben, ce n'est pas bien, c'est mal. Et si les gens qui sont passés par l'INSEAD ne font pas l'effort de s'intéresser à ce sujet, eh ben, ce n'est pas bien, c'est mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les individus et l'information. Après, les entreprises donc, ont le devoir de préparer leur avenir face à ce truc-là. Donc, elles ont le devoir non seulement de s'informer, mais elles ont le devoir de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour leur activité et de voir comment est-ce qu'elles s'organisent au mieux pour rendre cette activité compatible avec la contrainte, au lieu d'essayer de résister à la contrainte, ce qu'elles font en général. Les partis politiques doivent essayer d'avoir des plans pour l'ensemble de la société qui ne présupposent pas qu'il y a un coup de baguette magique qui va passer par là pour résoudre les problèmes à leur place. Quand j'entends M. Le Maire expliquer qu'après le Covid, c'est la croissance qui va rembourser la dette, je me dis que cet homme est un inconscient ou un menteur, mais c'est l'un des deux. Il n'y a pas de troisième possibilité. Enfin, un inconscient, un ignorant, un menteur. Et c'est vrai également pour les consommateurs que nous sommes, parce qu'il y a un moment aussi où personne ne nous met un revolver sur la tempe avant qu'on achète les choses. Alors, tout ça est facile à dire, plus ou moins facile à faire. En particulier, il y a quelque chose qui est souvent une condition du succès, c'est de ne pas se sentir seul. On est des animaux sociables, on est des animaux grégaires, enfin, nous sommes des animaux grégaires, et donc il y a quelque chose qu'on a en horreur, c'est de se détacher du groupe. Donc, réaliser qu'on a un problème sur les bras et se mettre le lendemain matin à se comporter différemment au risque de se détacher du groupe, c'est un truc qu'on n'aime pas du tout. Et il y a des raisons neuronales assez profondes au fait qu'on n'aime pas du tout ça. Donc, un des enjeux dans cette affaire-là, c'est d'arriver à faire les choses ensemble. C'est beaucoup plus facile d'agir comme consommateur, citoyen, etc., si on est d'entrée de jeu au sein d'un groupe qui a envie d'agir dans la même direction. Donc, en fait, pour l'individu, une bonne manière de passer à l'action, c'est de se rapprocher de groupes, de gens qui essayent de faire des choses concrètes. En général, ça motive, ça permet de rester un animal sociable tout en allant de l'avant. Il faut créer de la communauté autour de ça. Pas du communautarisme, mais de la communauté. C'est également vrai en ce qui concerne le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est plus facile quand on fait les choses à plusieurs, donc on s'organise avec son écosystème, ses clients, ses fournisseurs, etc. Et c'est bien évidemment vrai dans le monde politique, on n'a pas envie de se couper de sa base électorale en se mettant à proposer quelque chose de très intelligent, sauf que les électeurs n'achèteront pas. Bon. L'une des raisons pour lesquelles M. Hollande a fait une des plus belles conneries qu'il ait faites, c'est-à-dire les 50% de nucléaire, c'est tout simplement parce qu'il avait une base électorale dont il n'avait pas envie de se couper et qu'il avait envie de rallier. Et c'est plus fort que tout. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand on passe à l'action, il y a quelque chose qui est absolument crucial, ou pour passer à l'action, c'est d'arriver à y aller en groupe. Et j'ai envie de dire que c'est un des défis qui se posent aux personnes comme moi qui travaillent dans le sujet au quotidien. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire émerger des collectivités qui ont envie d'avancer. C'est la raison du reste pour laquelle j'ai cofondé Carbone 4 et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé The Shift Project, parce que c'est des organismes autour desquels on peut créer des collectivités et ça rend beaucoup plus facile l'envie d'aller de l'avant.
Hmm. Ouais, on va laisser la parole, aux auditeurs. Et je Ouais, vais demander, qui nous envahissent de questions. Donc oui, voilà, merci. j'ai laissé Catel poser les questions. Je Alors. passe à eux. J'essaie de les regrouper un petit peu pour qu'on essaie de répondre au plus grand nombre. Et je vais vous demander d'être assez rapide dans les réponses pour qu'on puisse traverser Parce qu'il y en a ce beaucoup. grand champ. On est déjà à plus de 50, hein, juste pour vous dire, avec des gens très engagés qui vous remercient de votre présentation déjà. Alors, il y a toute une série de questions qui portent sur décarboniser à l'aide d'autres types d'énergie. Hein. Oui. Donc, les énergies renouvelables, le rôle du nucléaire là-dedans et en partie la politique de la France par rapport au nucléaire. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu de ça et de votre vision sur la chose, en particulier avec un éclairage français. D'accord. Alors d'abord, je vais reprendre un tout petit peu une perspective historique. Il faut bien voir que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la civilisation industrielle que nous avons, c'est justement parce qu'on est sorti des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables étaient les seules énergies dont on disposait il y a quelques siècles. À l'époque, nous n'avions que la force du vent, la force de l'eau, les rayonnements solaires, la biomasse, l'attraction animale. Tout ça était parfaitement renouvelable. Et à cette époque-là, la sophistication de la société était beaucoup moins élevée qu'aujourd'hui. Les gens qui étaient occupés à extraire de l'énergie de l'environnement sous forme d'alimentation étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée qu'on va pouvoir conserver 8 milliards d'hommes sur Terre avec une fraction significative de cette population qui vit dans un monde industriel avec uniquement des énergies renouvelables est pour moi quelque chose qui est une chimère. Je ne crois pas que ce soit possible. Donc, le potentiel des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles à consommation identique, c'est impossible, pour des raisons de limitation physique, parce que le soleil et le vent, il y en a beaucoup, mais c'est très diffus. Et en fait, c'est parce que les énergies fossiles sont très concentrées qu'on a pu les utiliser de façon très intense. C'est beaucoup plus facile de transporter avec soi 1 litre de pétrole que de transporter avec soi des dizaines de milliers de mètres cubes d'air en mouvement. Plus compliqué. C'est plus compliqué de transporter avec soi du rayonnement solaire, et surtout la nuit. Donc, la raison pour laquelle on est passé aux énergies fossiles, c'est parce que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus dense, beaucoup plus simple. Alors, la traduction économique, c'est que ça coûte moins cher, mais à la limite, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est la physique de base. Alors, est-ce que pour autant, il faut se priver d'en utiliser? Non, mais elles auront de fortes limites. On voit bien qu'en particulier, il y a un vrai sujet de concurrence d'usage des sols avec les énergies renouvelables, parce qu'en gros, les énergies renouvelables demandent de l'espace. La biomasse, ça demande de l'espace. L'hydraulique, ça demande de l'espace. Le plus grand lac de barrage au monde, il fait la superficie d'un département français. Donc, c'est 5000 km², c'est même pas rien. Donc, le solaire, ça demande de l'espace. Rien que pour faire la quantité d'énergie solaire qui est prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous avons en France, et qui va ne faire qu'une petite partie de l'électricité, qui ne fait elle-même qu'une petite partie de l'énergie qu'on consomme, hein, d'accord? Eh bien, il faudra artificialiser 2 à 3 fois la superficie de Paris. Et on prend des surfaces de champs ou de forêt, puis on enlève tout ça et on met à la place des panneaux solaires pour 2 à 3 fois la superficie de Paris. Rien que pour ce qu'il y a dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va nous faire passer le solaire de 5 à 20% de l'électricité qu'on utilise si jamais on va au bout. Bon. Donc, et l'électricité, ça n'est que 20% de l'énergie finale qu'on consomme en France et 20% de nos croquettes pour machines. Donc, on voit bien que c'est très gourmand en espace, cette affaire-là. Et on voit bien aussi avec l'éolien, aujourd'hui, l'éolien, déjà au niveau auquel il est, commence à poser des problèmes d'acceptabilité, de riverains qui disent on n'en veut plus, etc. Ça nous déprécie la valeur de notre patrimoine, ce qui n'est pas faux. Donc, on voit bien que les énergies renouvelables, en fait, elles ont besoin d'espace, et cet espace, on a du mal à le trouver sur une planète qui est peuplée de 8 milliards d'individus. Alors, reste le nucléaire. Le nucléaire n'évitera pas, dans ma vision, la décrue économique ou la contraction économique liée à la contraction des énergies fossiles, que nous aurons de gré si on décide que le climat est un problème supra, ou de force même si on ne décide pas que le climat est un problème supra, parce qu'à un moment, la civilisation s'effondrera, et à ce moment, où on sera en pénurie d'énergie fossile, et donc à ce moment-là, de toute façon, il y en aura moins. Hein. Parce que c'est épuisable. Donc, si c'est épuisable, un jour, on peut rentrer en pénurie. Donc, je ne pense pas que le nucléaire à lui tout seul suffira à éviter ça, parce qu'on part trop tard et il y a trop d'énergie fossile consommée dans le monde. Par contre, ce que je crois, c'est que plus on en fait, plus on amortit la décroissance.
Donc, j'ai coutume de dire que le nucléaire est un amortisseur de la décroissance. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah, mais en décroissance, ça va être le bordel et on ne pourra pas gérer le nucléaire. » Alors, je dis « Oui, je ne suis pas complètement sûr parce que l'Ukraine a doublé son parc nucléaire après la chute du mur dans un contexte de division de son PIB par deux, ce qui est quand même un gentil effondrement économique. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont eu des pépins. C'était avant. C'était dans le régime soviétique stable. Tchernobyl, c'est dans le régime soviétique stable. On a demandé aux opérateurs de faire une connerie. Donc, l'idée que la décrue économique empêche par construction d'avoir des centrales qui fonctionnent, je ne suis pas sûr. Ça ne me paraît pas aussi simple que ça comme argument. Donc, le nucléaire est pour moi un amortisseur de la décroissance et il est environnementalement plus intéressant que les énergies renouvelables parce qu'il est beaucoup plus économe en surface. En gros, il faut 1000 fois moins de surface pour faire de l'électricité nucléaire que pour faire de l'électricité solaire. Donc, on a moins ce problème de concurrence d'usage des sols. On n'est pas moins dépendant des importations avec le solaire parce qu'on importe les panneaux. Donc, avec le nucléaire, on importe l'uranium. OK, pas bien. Mais avec le solaire, on importe les panneaux. Je ne vois pas où est la différence. Donc, de toute façon, on est dépendant de l'électricité. On n'est pas plus autonome. Et si on n'importait pas les panneaux, de toute façon, on devrait importer le minerai de fer, le minerai de cuivre, le minerai d'aluminium pour les faire parce qu'on n'a rien de tout ça en France. Bon, donc, l'idée qu'on va devenir autonome énergétiquement, malheureusement, ça ne marche avec aucune énergie. Bon. Donc, c'est beaucoup moins gourmand en surface. Ça utilise 10 à 100 fois moins de métal par kilowattheure produit. Donc, ça veut dire que c'est également moins gourmand en ressources. Et ces ressources, il faut les sortir de mines ailleurs. Alors, ce n'est pas juste les terres rares, c'est des métaux normaux, du cuivre, etc. Les premières mines de cuivre qu'on a exploitées à Rio Tinto en Espagne, elles avaient une teneur en minerai de 15%. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre du minerai dans le monde, c'est 0,5%. Donc, on a une déplétion généralisée de toute façon de nos ressources. Donc, quelque chose qui est plus économe en ressources est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, tout ça pour dire que mondialement, le nucléaire est une très bonne idée dès lors qu'il remplace du charbon, parce que s'il vient se rajouter au charbon, moi, il ne m'intéresse pas, mais dès lors qu'il remplace le charbon, c'est une très bonne idée. Ça va plus vite de construire du nucléaire que de construire du solaire et de l'éolien pour remplacer le charbon, parce que c'est beaucoup plus dense énergétiquement, etc. Ça demande moins de ressources. Ça ne suffira pas à éviter la décroissance. Et en France, si je prends les problèmes de manière très pratique, la première des choses à faire est de prolonger le parc actuel, surtout ne pas fermer de réacteurs supplémentaires. La fermeture de Fessenheim, c'est Hollande qui a c'est une version moderne de la vente du droit d'aînesse pour un plat de lentilles, hein, donc voilà, qui a été faite par des dirigeants qui pensent que l'énergie, c'est un truc technique qu'on donne à des ingénieurs dans un coin. Il faut prolonger les centrales actuelles et il faut relancer ce qu'on appelle la 4e génération, qui a justement été abandonnée il n'y a pas très longtemps par le cher président Macron, pour faire la jonction avec le nucléaire qu'on utilise actuellement dans le monde, qui n'est pas un nucléaire extrêmement durable parce qu'il utilise une trop petite partie de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Il utilise juste un isotope, qui est l'isotope 235 et qui fait moins de 1% de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Il faut pouvoir utiliser le reste et ça veut dire passer à ce qu'on appelle la 4e génération. Voilà, donc si je fais donc les énergies non carbonées, oui, il faut s'en servir. Il faut s'en servir avec discrimination. Par exemple, en France, développer du solaire et de l'éolien pour remplacer du nucléaire n'a aucun intérêt sur aucun plan, vraiment. Par contre, développer le biogaz pour remplacer l'essence des tracteurs des agriculteurs, tant que les agriculteurs auront des tracteurs, ça, ce n'est pas idiot. C'est quelque chose qui, macroéconomiquement, est pertinent et environnementalement est pertinent. Par contre, mettre ce gaz dans le réseau pour remplacer le gaz fossile pour nos chaudières à gaz, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux remplacer les chaudières à gaz fossile par des pompes à chaleur. Voilà, donc il faut être discriminé dans la façon dont on utilise les énergies décarbonées, renouvelables ou nucléaires. Il faut bien voir qu'en France, les premières énergies qu'on doit décarboner, c'est les énergies qui servent à faire de la chaleur, de la mobilité et de la chaleur haute température dans l'industrie, puisque l'électricité est déjà décarbonée. Donc, ce n'est pas la peine de la décarboner une deuxième fois, c'est une perte de temps. Et perdre du temps quand on est dans une course contre la montre, c'est augmenter ses risques. Donc, il faut, ça, tout manager apprend ça. Hein, donc, ce qu'il faut, c'est décarboner la chaleur et décarboner la mobilité. Et ça, là-dedans, effectivement, les énergies renouvelables peuvent être utiles. Je le redis, le biogaz, les agrocarburants dans une certaine limite, on ne peut pas en faire beaucoup parce qu'il y a une concurrence d'usage des sols aussi. Voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours regarder au droit d'un problème donné. Donc, il ne faut pas se dire les renouvelables, globalement, c'est génial, le nucléaire, globalement, c'est caca, et les fossiles, globalement, c'est caca.
il faut regarder les problèmes un par un et avoir quelque chose d'un peu discriminé quand on s'intéresse au choix de ces énergies renouvelables. Voilà. L'hydroélectricité, par exemple, c'est très bien. Ça noie des vallées de montagne, mais quand on peut en faire, ce n'est pas idiot. Merci. On a tout un tas de questions aussi sur le modèle de croissance en fait que vous préconiseriez et qui serait compatible en fait avec une augmentation à 2 degrés seulement, si tant est que ça puisse être une possibilité. Et quelle est votre recommandation, vous, sur ce modèle de croissance? À quoi ça ressemble? Quelque chose pour donner aussi une contribution plus positive à cela. Et il y a des questions plus spécifiques sur comment est-ce que ça s'articule avec des questions comme celle des inégalités et avec des questions comme celle de la croissance démographique. Voilà, donc ça, c'est, je résume rapidement, mais il y a pas mal de questions autour de ça. Alors, c'est beaucoup de questions et beaucoup de questions difficiles. Oui, beaucoup de questions difficiles. Je vais commencer par la dernière. Au premier ordre, la pression de l'humanité sur l'environnement est proportionnelle au nombre de bonshommes qu'il y a sur Terre. Le diamètre de la planète Terre est constant au cours du temps. Donc, il était de 13 000 km il y a 2 siècles et malgré les génies du marketing passés par l'INSEAD, il sera toujours de 13 000 km dans 2 siècles, ça ne change pas. Donc, il y a une table de repas qui a une taille donnée et plus on est nombreux autour de la table de repas et moins il y en a par personne. Ça, c'est juste arithmétique. Donc, ça veut dire que la hausse démographique non contrôlée, j'ai très très peur, moi, que ça finisse en barbarie. J'ai vraiment très peur de ça. Alors pour le moment, la hausse des énergies fossiles a permis transitoirement de faire en sorte que ça ne se termine pas trop en barbarie, parce qu'en gros, ça a permis d'augmenter virtuellement la taille de la table de repas, mais ça ne va pas durer éternellement. Donc on a un vrai sujet avec la démographie. Alors c'est un débat qui est difficile. Il y a quelques dizaines d'années, on n'hésitait pas à en parler. Moi, je me rappelle d'un bouquin qui s'appelle La bombe P, qui a dû être publié comme toutes les grands manifestes environnementaux dans les années 70, 70. C'est à ce moment-là, c'est très marrant, le début des années 70, c'est vraiment la révolution environnementale. C'est à ce moment-là que naissent ou sont nées peu avant toutes les grandes ONG environnementales qu'il y a aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'est publié le fameux rapport The Limits to Growth qui a fait tant de bruit à l'époque. C'est à ce moment-là qu'on a les premiers candidats écologistes aux élections présidentielles. Donc, il s'est passé quelque chose. Je n'ai jamais eu le temps de creuser dans le détail, mais il s'est passé quelque chose à la fin des années 60, début des années 70, qui fait qu'il y a vraiment. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est publié un bouquin qui s'appelle La bombe P, et qui explique que la planète va vers un état de surpopulation. Alors, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais en fait, la planète est surpeuplée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle ne peut malheureusement pas accueillir 8 milliards d'individus pour 1 ou 2 siècles. Ça ne marche pas. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que je n'ai pas de solution évidente pour gérer le problème. Mais par contre, je pense qu'à l'évidence, nous sommes dans un état instable. Voilà, Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter d'en rajouter, au moins. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éviter de donner envie aux gens d'avoir plein d'enfants, à mon avis, est quelque chose qui n'est pas complètement inutile. Même si dit comme ça peut paraître un peu désagréable et un peu voilà. Mais je pense qu'en tout cas, on mérite d'avoir un débat adulte sur la question. Aujourd'hui, juste, on l'a pas. C'est ça le sujet. Après, en ce qui concerne la croissance. Alors, mon modèle de croissance, si on veut respecter les 2 degrés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de décroissance. Si les émissions baissent de 5% par an, ça veut dire que la quantité d'énergie fossile qu'on utilise baisse de 5% par an. Ça veut dire que la quantité d'énergie tout court qu'on utilise n'est pas loin de baisser de 5% par an, mettons 4. Ça veut dire que le parc de machines en service dans le monde se contracte de 4% par an, puisque l'énergie, c'est la nourriture des machines. Et donc, ça veut dire que la production économique baisse aux artefacts comptables près, l'inflation des actifs, la valeur des actions de Tesla, enfin bon, bref, aux artefacts comptables près, mais qui aujourd'hui font une large part de la croissance du PIB. Ça veut dire que le PIB vrai, il baisse de 3 à 4% par an. Voilà ce que ça veut dire. Donc les 2 degrés, c'est arithmétique ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas idéologique, c'est juste tel qu'est construit le PIB et tel que fonctionne physiquement le monde et la production avec des machines, c'est juste ça que ça veut dire. Alors, est-ce que ça doit désespérer Billancourt? C'est ça la bonne question. Ma réponse, c'est que comme de toute façon, on va se le prendre, parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne croyais pas à la croissance perpétuelle,
La seule bonne question pour moi, c'est comment on l'anticipe et comment on commence à s'organiser pour que ça soit gérable. Alors, une première manière que ça soit gérable, c'est d'arrêter d'être obsédé par ça. Parce que si vous êtes obsédé par votre jeunesse et que vous vieillissez, c'est juste insupportable. Si vous êtes obsédé par la vitesse à laquelle vous courez le 100 mètres et que ça baisse tous les ans, c'est juste insupportable. Donc, plus on est obsédé par la croissance et plus ça sera insupportable quand ça va se mettre à aller dans le mauvais sens. C'est absolument, absolument évident. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plans pour l'avenir qui résistent à la contraction du PIB. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Et que ça ne doit plus être un indicateur incarnant le bonheur. C'est un indicateur comptable, très bien, il monte, il baisse, mais il ne faut pas qu'il incarne le bonheur. Alors malheureusement, il incarne quand même un peu l'aisance matérielle. Parce que quand le PIB augmente, ça veut dire que vous avez plus de mètres carrés, ça veut dire que vous avez plus de voitures, et ça veut dire que vous avez plus de… Bon. Et donc, il va falloir qu'on se construise un imaginaire dans lequel, collectif, dans lequel, dans un certain nombre de domaines, avoir moins est vu comme étant mieux qu'avoir plus. Alors, je prends un exemple. Vous avez un certain nombre de gens aujourd'hui pour qui avoir un vélo plutôt qu'une voiture, c'est mieux. C'est mieux parce qu'ils disent, ben voilà, je fais un peu d'exercice le matin avant d'aller au boulot, j'arrive, je suis plus détendu, je n'ai pas le stress d'avoir à garer ma bagnole, ça me coûte moins cher. Alors évidemment, si avec l'argent qu'ils ont économisé, ils prennent l'avion, on n'est pas plus avancé sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais si avec ça, ils s'achètent de la nourriture de bœuf à qui on a fait des papouilles hors de prix, ben là, c'est pas mal. Parce que globalement, quand même, ils ont réduit leur empreinte carbone. Donc, on va vraiment avoir besoin, et c'est là que j'en reviens au discours politique, on va avoir besoin de trouver un moyen d'avoir foi en l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir, de le regarder avec espoir et envie, avec, dans un certain nombre de domaines, moins. Alors, il y a des cas de figure où ça nous arrive déjà. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, ils quittent pendant les vacances leur domicile confortable pour aller sous une tente ou pour aller se mettre dans un van pour faire du surf ou je ne sais pas quoi, et ils sont ravis. Donc, transitoirement, ils ont vécu dans des conditions matérielles beaucoup plus spartiates et ils sont quand même très contents parce qu'ils ont eu autre chose à côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi qui se pose à ceux qui revendiquent d'avoir la conduite des affaires de la nation, dont je fais partie, hein, je me mets dans, puisque en étant président d'une association qui cherche d'influer, j'en fais partie, eh bien, nous sommes obligés, moi inclus, d'avoir un discours qui est qu'est-ce que je peux raconter comme histoire où les gens ne seront pas mécontents d'avoir moins. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors, d'avoir moins sur le plan strictement matériel. Aujourd'hui, vous avez par exemple un certain nombre de gens qui ont tellement envie de sortir des villes, qui sont prêts à avoir, parce qu'ils étouffent, et en fait, on peut expliquer aussi pourquoi neurologiquement, on n'aime pas être en ville. Bon. Ils ont tellement envie qu'ils sont prêts à baisser leurs revenus pour sortir de la ville. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Ben, voilà des gens qui se sont construits tout seuls un imaginaire dans lequel ils se sentent mieux, dans un monde dans lequel ils vont moins acheter de trucs. Mais ça leur ira bien quand même parce qu'ils auront à côté de ça gagné l'air pur, l'espace, le fait de faire une autre activité qu'ils préfèrent, je sais pas quoi, cultiver de la vigne, ils trouvent ça plus agréable que ce qu'ils faisaient avant, d'être comptable. Donc, il y a déjà des gens qui se mettent dans cette logique. Et je pense que c'est ça, en fait, le défi qui nous attend. C'est comment est-ce que je suis capable de raconter une histoire dans laquelle je sais gérer, parce que ce n'est pas ça notre premier problème, le fait que sur un plan strictement monétaire, les revenus se contractent. Voilà, c'est ça le défi. Alors, il n'est pas mince hein, comme défi, j'en conviens bien. La meilleure manière de ne pas le résoudre, c'est de ne pas s'y attaquer. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est très exactement perdre notre temps. Tous les économistes de la Terre qui se demandent simplement comment faire revenir la croissance, ils sont en train de perdre leur temps parce que ce n'est pas ça le problème qu'on a à traiter. Le problème qu'on a à traiter, c'est comment j'organise la société sans qu'elle s'effondre dans un contexte dans lequel, après avoir cru, le PIB décroît. Dernier point, et non des moindres, il faut bien voir que le PIB est un indicateur de flux. Hein, ce n'est pas un indicateur de richesse. Le PIB, c'est un indicateur de flux puisque c'est la contrepartie économique du flux annuel de transformation. Donc la vraie richesse, c'est le stock. Et là, je vais vous faire un petit parallèle qui vous montre que lui, le stock, pris globalement, plus on produit, plus il baisse vite. Vous allez me dire, comment ça? Oui, oui. Vous allez voir. Vous avez bien évidemment entendu parler de la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale est une grosse boîte de conserve qui se promène à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, où M. Pesquet va y passer ses vacances de temps en temps, et qui a coûté de l'ordre d'une centaine de milliards de dollars pour être construite et lancée. D'accord ? 100 milliards de dollars. Alors, pour 100 milliards de dollars, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la possibilité de créer dans un endroit où ça n'existe pas une pression atmosphérique d'une atmosphère, ce
qu'à quelques centaines de kilomètres d'altitude, la pression atmosphérique n'est pas vraiment d'une atmosphère, beaucoup moins que ça. Vous avez la possibilité d'avoir un air respirable, avec 20% d'oxygène d'air dedans, parce que vous n'avez pas à 300 km d'altitude. Vous avez une température qui est compatible avec les animaux régulés à 37 degrés que nous sommes, parce que toujours pareil, à cet endroit-là, il y a une température extérieure qui n'est pas vraiment celle qu'il nous faut. Et c'est à peu près tout. Si, puis vous pouvez prendre des photos. Bon. Mais donc pour 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 15 milliards de dollars par astronaute, puisque vous avez 6 personnes dans la Station spatiale internationale, vous avez un air respirable, une pression à 1 atmosphère, un début de cycle de l'eau. Et encore, même vos urines épurées, ça ne suffit pas. De temps en temps, il faut en amener par vaisseau cargo de l'eau. C'est tout. Vous n'avez pas de sol cultivable, vous n'avez pas de rouge-gorge, vous n'avez pas le coucher de soleil sur la bête qui bronze, rien. Et juste, vous avez… bon. Donc, on peut très bien argumenter le fait que la planète Terre vaille au moins 15 milliards de dollars par personne. D'accord? Parce que 15 milliards de dollars, c'est déjà le prix d'une atmosphère respirable, du fait que vous ne soyez pas à moins 50 degrés. Bon, donc, la planète Terre vaut au moins 15 milliards de dollars par personne, et au travers de nos activités productives, on en détruit au moins 1 pour 1000 tous les ans. Tous les ans, on détruit 1 pour 1000 du stock de poissons, au moins, du stock d'hydrocarbures, du stock de minerais, du stock, des fois beaucoup plus que ça, du stock de sol, du stock de forêt, etc. Donc, moi, je peux vous dire, moi, le commissaire aux comptes de la Terre, je vous dis, bah, très bien, vous allez me passer 15 millions de dollars de provisions pour dépréciation, ou de provisions pour amortissement, enfin, ou de dotations aux amortissements, voilà. Pour consommation des stocks naturels par tête de pipe. Et en face de ça, vous avez un PIB par personne qui, en moyenne mondiale, fait 15 000 dollars. Donc, vous voyez qu'avec une convention comptable pas plus idiote qu'une autre, moi, je vous dis, en fait, la croissance, c'est un appauvrissement. On croit qu'on s'enrichit, mais non, on s'appauvrit. Parce que le jour où l'énergie ne sera plus là, eh bien, les actifs naturels qui auraient permis au moins de revenir au stade où on en était avant, même ça, on ne les aura plus. Donc, la question de quel modèle de croissance, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est une réflexion d'urbain totalement déconnecté des flux physiques et où la nourriture arrive dans le supermarché et les fringues dans le magasin. Mais en fait, on peut déjà montrer qu'en fait, cette croissance, c'est juste conventionnel. Effectivement, c'est la croissance des bagnoles et des immeubles. D'accord. Est-ce que c'est la croissance de la totalité des actifs à notre disposition? Elle se discute. Sans transition, on a aussi plusieurs questions sur le rôle de la capture du carbone. Quelle est votre position par rapport à ça? Et il y a une sous-question, la capture dans le sol, liée à d'autres formes d'utilisation du sol pour l'agriculture. De permaculture. Alors, il y a deux manières, je l'ai dit tout à l'heure, de retirer le carbone. Enfin, le CO2 a deux manières de se retirer de l'atmosphère. Hein, c'est qu'ils viennent en contact avec des êtres végétaux. Et à ce moment, il y a la photosynthèse qui le récupère. Ou qu'il soit dissous dans l'océan. Alors, quand il est dissous dans l'océan, il l'acidifie, ce qu'un certain nombre d'espèces qui vivent dans l'océan n'aiment pas trop. Ce qu'on imagine, alors il y a deux techniques quand on parle de capture du carbone qui sont évoquées. Il y a empêcher le CO2 d'aller dans l'air. Et ça, c'est des dispositifs qu'on imagine mettre en sortie d'installations de combustion, en particulier les centrales électriques ou les cimenteries. Aujourd'hui, vous avez sur Terre chaque année de l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises. Et vous avez aujourd'hui des dispositifs de capture du CO2 pour environ 40 millions de tonnes. Donc 1 pour 1000. Bon. Quand vous êtes dans une entreprise où quelque chose représente 1 pour 1000 du chiffre d'affaires, vous vous dites qu'à tout le moins, vous ne pouvez pas compter là-dessus pour remplacer ce qui fait tout le reste du chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent. Donc, ce n'est peut-être pas idiot de développer ce genre de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit prêt pour commencer à agir sur le reste. Donc, et ça, ce que je dis là est vrai d'une manière générale pour plein de marges de manœuvre technologiques pour lesquelles ça sera peut-être prêt dans 20, 30 ou 40 ans. Ouais, sauf que si c'est prêt dans 40 ans, je disais tout à l'heure, dans 40 ans, les émissions doivent être nulles. Donc, si c'est prêt pour dans 40 ans, c'est trop tard. Il faut que ce soit prêt pour dans beaucoup moins longtemps que ça. Ça n'empêche pas en même temps de préparer des choses qui prendront le relais dans 40 ans. Mais ça ne peut pas être la mesure principale d'action.
La deuxième chose à laquelle on pense, c'est remettre du carbone dans les sols agricoles. Alors, il se trouve que ce qui déstocke le carbone des sols agricoles, c'est essentiellement le labourage. Quand vous labourez le sol, en fait, on fait ça pourquoi? On fait ça pour enfouir les mauvaises herbes. C'est une technique de désherbage, en fait, le labourage. Vous labourez comme ça, tout ce qui pousse à la surface de la terre, crac, se retrouve enfoui, ça meurt. Et du coup, vous pouvez semer ce qui vous intéresse par-dessus. En plus, c'est meuble, comme ça, vous installez la graine facilement. Bon. Alors que sinon, dans la nature, vous voyez bien que l'une des raisons pour lesquelles les arbres font des milliers de milliards de graines, c'est parce que, comme le sol est dur, il faut bien ça pour que vous finissiez par en avoir une qui germe de temps en temps, et puis qui finisse par percer à travers le feuillage. Sauf que dans l'agriculture, on n'a pas envie qu'il y ait un grain de blé de temps en temps qui germe, on a envie qu'ils germent tous, et donc c'est quand même plus simple de labourer pour que tout germe et que le sol soit bien meuble. Alors, les techniques de reprise du carbone dans le sol, c'est d'abord d'arrêter de labourer. Et c'est ensuite les techniques qui s'appellent d'agroforesterie, c'est-à-dire que vous plantez, vous remettez des haies, etc. Et donc, vous avez des racines, et les racines, c'est du carbone que vous allez mettre de plus en plus dans le sol. C'est également des techniques dans lesquelles vous augmentez la biomasse de vers de terre. Les vers de terre, c'est une des premières biomasses sur Terre, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Dans les sols fortement labourés, fortement traités, etc., vous en avez beaucoup moins. Donc, le fait de remettre des vers de terre dans le sol, c'est également quelque chose qui vous augmente le carbone dans le sol. Alors, c'est pas idiot, évidemment, de planter des arbres qui vont prendre du CO2 dans l'air et ensuite ils vont faire pousser leurs racines et puis les racines vont se mettre dans le pileux. Même le jour où vous coupez l'arbre pour faire du bois de feu ou je sais pas quoi, ou vous lui coupez ses branches, les racines sont toujours là. Hein, donc, ça vous a mis du carbone dans le sol. Accessoirement, ça vous limite également l'érosion des sols, ce qui est une bonne chose. Voilà, donc ça, c'est les techniques de reprise du CO2 de l'atmosphère pour le mettre dans le sol. Les techniques qui empêchent le CO2 d'aller dans l'atmosphère c'est technologique, cette affaire-là. Et ça demande de capturer le CO2 en sortie de cheminée. Alors, comme le CO2 est une molécule inerte, c'est ce que je disais tout à l'heure, capturer une molécule inerte, c'est un truc qui chimiquement n'est jamais simple. Parce qu'en fait, ce que vous savez bien capturer, c'est les molécules réactives. Donc, vous les faites s'associer avec autre chose, et au moment où elles passent, crac, elles se marient avec un autre truc qui passait par là. Ça vous fait un nouveau composé, et ce composé, lui, est stable, et vous arrivez à le récupérer. Et si idéalement il est solide ou liquide, c'est très facile de le garder sur Terre. Mais quand vous avez un composé qui est inerte, comme le CO2, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à le capturer. Donc, en fait, vous y arrivez avec des dispositifs qui eux-mêmes vont consommer de l'énergie. Et en pratique, l'énergie qui est nécessaire pour capturer le CO2 d'une centrale, par exemple, se balade entre 15 et 30% de l'énergie thermique de la centrale. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et ça veut dire que ces 15 à 30% ne sont plus là pour produire de l'électricité, par exemple. Donc, si vous mettez cette technique en œuvre à large échelle sur les centrales existantes, ça veut dire que vous avez besoin d'augmenter le nombre de centrales pour compenser la différence, ou vous avez besoin à l'aval d'engendrer des économies d'énergie importantes, enfin des économies d'électricité en l'occurrence importantes, pour compenser la perte. Voilà. C'est essentiellement ça le problème de la capture du CO2. Puis par ailleurs, ça demande des grosses installations qui sont volumineuses, donc il faut avoir l'espace pour les mettre. Et enfin, il faut avoir un endroit où mettre le CO2. Une fois que vous l'avez capturé, parce qu'une fois que vous l'avez capturé, en fait, vous le compressez pour le rendre ce qu'on appelle supercritique, donc en gros liquide, mais sans viscosité, c'est ça du CO2 supercritique, et vous l'injectez dans le sous-sol. Mais il faut avoir un endroit où l'injecter. Il faut évidemment que les gens soient suffisamment convaincus que c'est une bonne idée pour pas que vous ayez 1 milliard de procès sur la figure avant d'y arriver. Bon, bref, donc ces trucs-là sont lents. Donc oui, technologiquement, c'est possible. Maintenant, d'ici à ce que je meure, ça ne constituera pas une marge de manœuvre première dans l'ensemble de ce qu'il faut faire. Ça ira beaucoup plus vite d'essayer de convaincre les gens que c'est une bonne idée de se mettre au vélo. Et il y a aussi tout un groupe de questions sur l'hydrogène. Donc ça, il faut que je vous le pose aussi. Le rôle de l'hydrogène dans ce débat. Et est-ce qu'on a raison de s'emballer sur l'hydrogène? L'hydrogène aujourd'hui est un gaz qu'on connaît bien dans le monde de la chimie parce que fabriquer de l'hydrogène, c'est dans le monde motivé par 2 grandes applications qui sont d'une part désulfurer les carburants. Vous savez que vous avez une réglementation sur les carburants automobiles, le diesel ou l'essence, qui fait que ces carburants doivent être raisonnablement exempts de soufre. Or, dans le pétrole, vous avez du soufre, parce que le pétrole étant le résidu d'une décomposition d'organismes anciens, du plancton, dans les êtres vivants, il y a du soufre. Dans Monsieur de Bétigny, il y a un peu de soufre, mais heureusement, il ne sent pas le soufre, mais il y en a quand même un peu. Et dans mon organisme, il y a aussi un peu de soufre.
Et donc, ce soufre, une fois qu'il est dans le pétrole, il faut l'enlever parce que sinon, ça vous fait de la pollution locale avec du SO2. Et pour enlever le soufre, on a besoin d'hydrogène. C'est ça qu'on fait dans les raffineries. On utilise l'hydrogène comme réactif pour enlever le soufre. Donc, 40% de l'hydrogène qu'on fait dans le monde sert à ça. Et 40% de l'hydrogène qu'on fait dans le monde sert à fabriquer des engrais, ou exactement à fabriquer de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3, donc un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Et pour fabriquer cet ammoniac, on prend l'azote dans l'air et on prend l'hydrogène dans le méthane, le gaz naturel. Donc, en fait, fabriquer de l'hydrogène, on sait très bien le faire aujourd'hui. On mélange du méthane et de la vapeur d'eau, on chauffe tout ça à très haute température et ça finit par vous donner de l'hydrogène et du CO2. Donc, fabriquer de l'hydrogène, on sait très bien faire et ça fait 10 tonnes de CO2 pour une tonne d'hydrogène. Donc, si vous utilisez aujourd'hui une voiture à hydrogène avec de l'hydrogène fait de cette manière, ça fait plus de CO2 qu'une voiture à pétrole. Donc, l'hydrogène, il n'est pas propre par nature parce que vous n'avez que de la vapeur d'eau dans la voiture. Il est aussi propre ou aussi sale que la manière de le faire. C'est exactement comme l'électricité. L'électricité est aussi propre ou sale que la manière de la faire. Bon. Si on veut avoir de l'hydrogène pour remplacer les carburants routiers avec de l'hydrogène fait par électrolyse, et cette électrolyse elle-même faite avec de l'électricité décarbonée. Bah, j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Pour la France, si on veut remplacer les carburants routiers par de l'hydrogène, il faut doubler la production électrique française. Voilà. Donc, on peut le faire. On n'en prend pas vraiment le chemin. On peut le faire. Voilà. Et après, vous avez une logistique de l'hydrogène qui est une logistique qui est complexe parce que l'hydrogène, il se trouve que c'est le gaz inflammable qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume. C'est-à-dire que si vous prenez 1 mètre cube d'hydrogène à température et pression ambiante, eh bien, vous avez moins d'énergie en le brûlant que si vous prenez 1 mètre cube de méthane, dans lequel il y a lui-même moins d'énergie que si vous prenez 1 mètre cube d'éthane, dans lequel il y a moins d'énergie que si vous prenez 1 mètre cube de propane, etc. Bon. Donc, dans 1 mètre cube d'hydrogène, c'est là que vous avez le moins d'énergie dans tous les gaz inflammables. Or, la logistique d'un gaz, c'est de l'énergie. Il faut le compresser, il faut le transporter, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, l'hydrogène est le gaz avec lequel vous allez avoir le plus mauvais rendement énergétique dans sa manutention. D'accord ? C'est plus mauvais que le méthane et c'est évidemment beaucoup plus mauvais que le pétrole qui, lui, a une manutention extrêmement simple puisque c'est liquide à température et pression ambiante. Et donc, la dépense énergétique que vous avez pour transporter et stocker du pétrole est extrêmement faible. C'est la raison pour laquelle, soit dit en passant, le pétrole est la seule énergie mondiale, vraiment mondiale, que nous ayons. Parce que c'est extrêmement facile à transporter et à stocker en utilisant très, très peu d'énergie. Donc, l'hydrogène, je viens de vous donner un ordre de grandeur, c'est quelque chose qui est… Donc, on peut en faire un peu. Alors, en fait, l'hydrogène, là où c'est le plus simple ou le plus pertinent de l'utiliser une fois qu'on en a fait avec de l'électrolyse, ce n'est pas du tout pour faire avancer des voitures et des avions. Les avions, on en fera moins, ce n'est pas très grave. Les gens feront moins le tour de la Terre. Bah, ils feront moins le tour de la Terre, c'est juste pas grave, quoi. Je veux dire, pendant des centaines de milliers, enfin pendant des dizaines de milliers d'années, on a vécu sans avion. Et même pendant toute l'époque de l'humanité jusqu'à il y a 40 ans ou 50 ans, on a vécu sans avion. Bon, donc, c'est pas très grave de vivre sans avion. On peut garder quelques avions, etc. Mais je veux dire, on n'a pas besoin… Enfin, les cohortes de touristes qui se précipitent dans les grands magasins parisiens, je suis intimement persuadé que ce soit totalement indispensable au bonheur de l'humanité. Donc, et les cohortes de Français qui vont retrouver d'autres Français au Club Med, pas non plus. Enfin, bon, bref. Je suis sûr que ça, on peut très bien s'en accommoder de faire avec moi. 75% du trafic passager dans l'avion, c'est du trafic de loisirs. Donc, on s'occupe, on passe notre temps, mais on peut s'occuper autrement. Ce n'est pas très grave. En ce qui concerne l'hydrogène pour… En ce qui concerne les voitures, c'est pareil. C'est une bonne partie des voitures. Les 2/3 de la mobilité motorisée en voiture, c'est de la mobilité du quotidien. C'est aller au boulot, aller faire les courses, aller, etc. Bah, là-dedans, au Shift Project, on a regardé ça de très très près. Vous en avez une très grande quantité qu'on peut remplacer par d'autres modes de déplacement. C'est-à-dire la combinatoire marche à pied, vélo, vélo électrique, éventuellement scooter électrique, voiture partagée, donc on en garde, hein, mais voiture partagée, transport en commun. Avec une combinatoire de cette nature, vous pouvez diviser les émissions de la mobilité quotidienne par 3 à 4 sans avoir besoin de l'hydrogène. Et ça ira beaucoup plus vite de changer l'organisation des transports et de changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour qu'ils ne pensent pas que c'est dégradant d'aller au boulot en vélo électrique plutôt qu'en voiture.
ou qui pensent même que c'est mieux, je trouve ça plus sympa, je pense que ça ira plus vite que de compter sur l'hydrogène pour qu'on reste tous dans 1,5 tonne de bagnole, agglutinés les unes derrière les autres pour aller au travail, ce qui en plus rend tout le monde nerveux. Donc, parce que les embouteillages rendent les gens nerveux. Donc, l'hydrogène, l'application dans laquelle ça sera le plus intéressant, c'est si on veut s'en servir dans le domaine industriel. Alors, on peut décarboner l'hydrogène pour continuer à faire des engrais, parce que le temps qu'on retrouve suffisamment d'animaux de trait pour faire caca dans les champs, il va quand même se passer du temps. Donc, de conserver des engrais azotés de synthèse, c'est quand même pas idiot, même s'il faut en utiliser moins qu'aujourd'hui, c'est pas idiot de continuer à en avoir. Puis, on va peut-être en avoir besoin rien que pour manger. Et puis, même avec moins de viande. Et puis, la deuxième chose dans laquelle c'est pas idiot, c'est éventuellement pour faire de l'acier, parce qu'aujourd'hui, l'acier utilise 15% du charbon mondial dans les hauts fourneaux. C'est la deuxième industrie la plus émettrice de CO2 après le ciment. On fait 2 milliards de tonnes d'acier par an. Et le minerai de fer, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, on peut imaginer le réduire avec de l'hydrogène plutôt que de le réduire avec du carbone. Réduire, c'est enlever l'oxygène. C'est la réaction chimique qui consiste à enlever l'oxygène d'un oxyde. Les Suédois ont décidé d'investir 40 milliards de dollars, c'est pas rien, dans un projet d'acier sans carbone, enfin sans de réduction du minerai de fer à l'hydrogène. Ils sont lancés là-dedans, c'est un projet public. Ça, à mon avis, c'est intéressant de le regarder aussi. Et quand on regarde les ordres de grandeur, c'est pas complètement déconnant. On se dit qu'effectivement, on peut continuer pendant un certain temps à faire de l'acier sans émettre de CO2 avec ce procédé-là. Et là, vous n'avez pas de mesure de substitution évidente. C'est-à-dire, si vous voulez de l'acier, et tant qu'on aura besoin de fourchettes pour éviter de faire des taches sur la cravate, c'est pas complètement idiot d'avoir de l'acier, eh bien, tant qu'on aura quelques machines à laver, ça fait partie des éléments de confort, pas complètement inintéressants, eh bien, on aura besoin d'acier, et cet acier, il va bien falloir le faire, et donc il faudra idéalement le faire sans CO2, et donc l'hydrogène, de ce point de vue, est intéressant. L'hydrogène dans les transports, je pense qu'avant que ça devienne une nécessité, on a énormément d'autres marges de manœuvre à notre disposition, plutôt que de miser sur ce qui, pour moi, relève quand même de la fuite en avant technologique, dont on peut raisonnablement parier, en tout cas moi je suis prêt à le faire, que ça ne sera pas au rendez-vous de la promesse faite. D'accord. Donc, vous êtes clair sur les solutions technologiques sur lesquelles il faut justement pas trop s'emballer. On va devoir boucler bientôt. Il y a énormément de questions qu'on n'a pas pu aborder, mais en particulier, peut-être rapidement, en termes de qui fait quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen lambda? Question, oui. Qui fait quoi? Que peut-on faire? Que peut-on faire pour réveiller nos politiques au niveau de l'urgence et dans nos propres habitudes? On avait pas mal de questions sur nos propres habitudes de consommation. Est-ce que ça change vraiment quelque chose qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens individuels? Qui soit utile. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller nos politiques sur cette question-là? Je pense qu'on peut peut-être boucler avec celle-là. Alors là-dessus, je vais avoir des réponses extrêmement pratiques. Et alors là, on me pardonnera de faire un tout petit peu d'autopromotion. Carbone 4 a mis en ligne, il n'y a pas très longtemps, un outil qui s'appelle MyCO2, qui est un outil dans lequel on prend conscience de ce qu'est son empreinte carbone individuelle. Donc, en gros, d'où viennent les émissions qui sont associées à ce qu'on fait dans la journée, la façon dont on se déplace, la façon dont on mange, ce qu'on achète, etc. Et c'est un outil qu'on a conçu, alors non pas comme un calculateur que les gens peuvent utiliser tout seuls dans leur coin, parce que là, on sait que de toute façon, l'action derrière ne suivra pas, mais justement, on en a fait un outil collectif d'entrée de jeu. Donc, ça fonctionne sur la base de réunions Tupperware. Donc, en gros, c'est des réunions de groupe où il y a un animateur qui présente l'outil et tout le monde fait ensemble, en même temps, le calcul. Évidemment, il y a un petit effet d'entraînement, etc. On ne déstabilise pas les gens, mais c'est intéressant. Et les gens qui ont fait une ou deux conférences de cette nature peuvent eux-mêmes devenir derrière ambassadeurs. Ils ont une petite formation pour ça et aller animer des groupes ailleurs, etc. Donc, c'est un truc qui est viral par groupe. C'est un peu comme la fresque du climat, pour ceux d'entre vous qui connaissent. C'est un truc viral par groupe, c'est l'effet Tupperware. Et c'est quelque chose qui permet de prendre conscience de là où sont ces émissions. Puis, une fois qu'on prend conscience de là où sont ces émissions, on commence à se poser la question, est-ce que ça me coûterait beaucoup de faire différemment? Est-ce que je peux? Est-ce que ça me coûterait beaucoup? Je peux vous dire par exemple que pour tous les gens qui mettent les pieds dans l'avion une fois par an, un des premiers trucs utiles qu'ils peuvent faire, alors en ce moment le Covid les aide, c'est de moins prendre l'avion, voire de plus prendre l'avion. Bon, moi, ça fait 20 ans que je ne monte plus dans un avion sauf sous la torture. Donc je l'ai pris quelques fois, soit parce que je pensais que professionnellement, j'avais beaucoup plus de CO2 à éviter en allant voir les gens que je devais aller voir qu'en montant dans l'avion, mais c'est très peu fréquent. Je refuse systématiquement toutes les conférences à l'étranger où il faut prendre l'avion, par exemple, etc.
Mais voilà. Si vous vous prenez également conscience des achats, il y a des tas de gens qui sont des acheteurs, je ne vais pas dire compulsifs, mais ils réfléchissent, ils ont envie de se faire plaisir, ils s'achètent un truc, etc. Voilà, vous vous rendez compte que des trucs que vous achetez, il a bien fallu les fabriquer. Et donc, est-ce que vous en avez vraiment besoin au fond? Est-ce que vous allez être foncièrement plus heureux derrière, ou est-ce que vous iriez faire un tour en forêt? Ça serait pareil, quoi. Bon. Donc, il y a ça qu'on peut faire à titre personnel, c'est vivre cette expérience. Voilà, ça s'appelle MyCO2. Après, la deuxième chose qu'on peut faire à titre personnel, c'est se demander si on est bien dans le travail qu'on fait. Et alors là, il y a un site qui vient d'être mis en ligne par les personnes physiques amies du Shift Project, qui s'appelle les Shifters, qui s'appelle Shift Your Job. Donc, c'est en anglais, hein, Shift Your Job, tout ça attaché, .org, si ma mémoire est bonne, et qui recense toutes les entités qui font quelque chose qui, normalement, va plutôt dans la bonne direction quand il s'agit de s'attaquer à la question du changement climatique. Alors, rentrer dans une entreprise comme ça, évidemment, c'est tout de suite rejoindre une collectivité de gens avec lesquels, normalement, on partage des choses. Donc, c'est clair que s'investir au travers de son travail, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et quelqu'un qui ne se sent pas bien dans le travail qu'il fait aujourd'hui parce qu'il se dit non, je ne peux pas supporter d'être au service de ce truc-là parce qu'au fond, ça n'a pas de sens. Une fois qu'il a dit ça, il n'a rien dit s'il n'a pas un autre endroit où aller ou auquel il peut envisager d'aller, etc. Donc, on a mis ça en ligne. Et les gens peuvent faire des suggestions. Donc, c'est aussi un truc qui est collaboratif. Alors, évidemment, on ne prend pas les suggestions pour argent comptant. Il ne suffit pas qu'une boîte dise « moi, je suis verte » pour qu'on dise « ouais, c'est bien, elle peut aller sur le site ». Il faut quand même qu'on vérifie un tout petit peu. Mais l'idée est là. Donc, ça, c'est pour en ce qui concerne les individus. Donc, les individus, ils ont leur consommation, leur job. Après, ils ont leur vote. Alors, leur vote, malheureusement, il faut qu'ils rencontrent une offre. Moi, je vais vous faire une confidence. Depuis que je vote, enfin, depuis sur les 20 dernières années, je n'ai jamais voté pour un candidat autrement que la mort dans l'âme. Je n'ai jamais trouvé, même les Verts, je trouve que ce qu'ils racontent est incohérent. Donc, je n'ai jamais voté autrement que la mort dans l'âme pour un candidat ou une candidate. Voilà, c'est comme ça. Donc là, malheureusement, si vous n'avez pas l'offre, vous n'avez pas l'offre. Je veux dire, vous ne pouvez rien y faire. Donc là, c'est compliqué. Et puis, les gens qui sont prêts à créer leur propre parti pour avoir l'offre, il n'y en a quand même pas beaucoup. Parce que c'est un chemin de croix de commencer à faire ce genre de choses si vous voulez pas trop vous compromettre et rester à peu près entier. Parce que c'est quand même la fosse au lion, le monde politique. Hein. C'est un monde, enfin, en ce qui me concerne, je suis très content de les voir de loin de temps en temps. Après, vous avez ce que vous pouvez faire dans votre métier. Alors, s'il se trouve, là, ça renvoie à ce que j'ai tout à l'heure, que vous êtes déjà à un poste de responsabilité, là, j'ai envie de dire votre devoir, presque votre devoir, c'est même pas un luxe. Quand vous savez qu'il y a un gros paquet pardon de l'expression, mais un gros paquet de merde qui s'annonce, le devoir de tout chef d'entreprise responsable ou de tout dirigeant d'entreprise responsable ou de tout cadre responsable ou de toute personne en responsabilité responsable est de commencer à essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour son activité. Donc là, les méthodes, elles existent. Ça veut dire faire une empreinte carbone, ça veut dire faire une scénarisation prospective ou un ensemble de scénarisations prospectives pour comprendre ce que ça veut dire d'évoluer dans un monde où les émissions baissent de 5% par an. Ça s'appelle une scénarisation de degrés. C'est des méthodes physiques, ce n'est pas des méthodes économiques qui permettent de faire ça. On sait très bien faire ça à Carbone 4, hein, un peu d'autopromo. Et une fois que vous avez compris où est le problème, à ce moment, c'est là que la vraie vie commence et c'est une vie de compromis. Vous n'allez pas pouvoir faire instantanément tout ce que vous voudriez faire. Il faudrait que vos clients soient d'accord, éventuellement qu'ils soient d'accord pour payer plus cher ou qu'ils soient d'accord pour ne pas acheter la même chose ou en trouver des nouveaux ou éventuellement être d'accord pour en avoir moins, ce qui n'est évidemment pas facile. Bref, donc c'est là que les vraies difficultés commencent, mais au début était le décompte. Donc au début, il faut comprendre avec des méthodes et des outils. Alors ce que je dis est vrai dans une entreprise ordinaire, c'est vrai dans une association, c'est vrai dans la sphère publique, c'est vrai dans le monde financier. Partout, il y a des méthodes qui sont basées sur un peu le même corpus méthodologique qui permettent de comprendre comment se présente le problème. Donc voilà en gros les quelques réponses que je peux faire rapidement. Ce que je peux vous dire, parce que c'est mon expérience, c'est que les gens qui commencent à comprendre et qui commencent à avoir envie de faire quelque chose, j'en ai pas vu beaucoup, vraiment, j'en ai pas vu beaucoup ressortir le doigt après. Donc il y a un côté un peu excitant, je ne sais pas si je dois dire excitant, fascinant, etc. Et il y a un très bon exemple de ça qui a été donné par l'exemple de la Convention citoyenne.
récentes. Oui. C'est très intéressant de noter que quel que soit l'avis technique qu'on puisse avoir sur leurs propositions, parce que dans les propositions, les 150 qu'ils ont faites, il y en a certaines que je trouve très intéressantes, certaines que je trouve un peu moins appropriées, certaines où je me dis, là, je pense qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas saisi, mais peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont dit, alors qu'ils ne se connaissaient pas au début, c'est 150 personnes qui ne se connaissent pas au début, d'accord? Ils ont dit, à partir de maintenant, ça ne va pas s'arrêter là, on fait une association et on est tous dedans. Bon. Oui. Donc pour moi, c'est ça l'enseignement majeur de cette convention, c'est l'effet d'attraction très très fort que possède ce sujet une fois qu'on a commencé à mettre le pied dans la piscine. Voilà, et ça, c'est le truc qui me rend un peu optimiste, parce que je me dis, il y a un élément déclencheur dans cette affaire, il y a une vertu à la pédagogie. Même si le problème est désagréable à entendre, au moins ça remet le monde en cohérence. Alors j'ai compris il n'y a pas très longtemps que la cohérence était aussi un processus enfoui au tréfonds de notre cervelle qui avait beaucoup d'importance pour nous. Ça rend le monde lisible, ça le rend prévisible. Donc ça le rend prévisible sur des trucs pas sympas, mais au moins ça le rend de nouveau prévisible. Et donc on a envie de s'inscrire dans quelque chose qui permet, où on comprend ce qui se passe, et d'agir sur quelque chose qu'on se met à comprendre. Voilà. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne vois que très peu de gens faire machine arrière après avoir commencé à s'agiter dans cette direction. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Marc. C'est un voyage très, très important pour nous d'arriver à mieux décoder ce qui se passe, et tu l'as bien expliqué. Et finalement, si tu nous as inquiétés, tu nous donnes aussi quelques pistes quand même de ce qu'on peut essayer de faire. Et la question de Catel était tout à fait pertinente. Qu'est-ce qu'on peut finalement, concrètement, est-ce que chaque citoyen peut faire quelque chose? Et tu ne nous laisses pas quand même totalement abandonnés, tu nous donnes quand même quelques suggestions. Je te remercie beaucoup. Puis tu nous donnes aussi des éclairages sur des questions qu'on se pose tous, l'hydrogène par exemple, le futur du nucléaire, le fait que les États-Unis et la Chine maintenant disent ils vont faire des efforts. Est-ce que tout ça va vraiment nous améliorer les générations futures? Parce que c'est pour eux qu'on travaille maintenant. Tu dis à court terme, c'est trop tard maintenant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour le long terme, il faut penser au long terme. On doit faire des choses sur l'adaptation. C'est-à-dire que comme le coup est parti, il faut aussi qu'on s'en occupe. Il n'y avait pas de question là-dessus, mais il faut quand même qu'on s'en occupe. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi, Catel, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et de nous aider de l'Institut aussi que tu diriges. Je peux rajouter juste un petit mot à ce propos, Vas-y. qui est de dire qu'au-delà de nos responsabilités en tant que citoyens, à l'INSEAD, bien entendu, on a aussi une responsabilité collective, parce qu'on est un organisme d'éducation et puis qu'on forme des gens qui vont rentrer dans le business. Et le rôle justement de l'Institut que je dirige ici, c'est d'intégrer ça dans notre curriculum, dans la recherche et dans les opérations de l'école. Donc, il faut aussi montrer que les organisations éducatives ont une responsabilité. Donc, je voulais juste oui, il y a des initiatives. Mentionner ça en conclusion. On a un bon exemple d'une initiative comme ça, là, oui, absolument. Je voudrais remercier aussi les équipes techniques qui sont derrière, qu'on ne voit pas sur les écrans, mais qui sont là et qui ont travaillé pour préparer cette conférence et les conférences futures. Myriam aussi, qui travaille aussi pour la préparation et le marketing. Et puis tous les auditeurs en ligne qui sont là et qui ont été fidèles et que j'espère retrouver le 21 janvier pour la conférence de Frédéric Keck sur un autre sujet assez important aussi. Et en tout cas, Jean-Marc, bien merci pour ce soir. Merci. Merci à vous et bonne continuation.